nouvelle. Le nom de l'émission est bien ancien dans la grille des programmes d'Info TV. Mesdames, bonjour, monsieur, bonjour. Bienvenue à cette réflexion dimanche en mi-journée. Votre opinion compte et le programme s'appelle justement Opinion 237 qui permet à nos invités de donner leur opinion sur un sujet majeur de l'actualité de la semaine. C'est l'acte 1 de cette nouvelle saison d'Opinion 237 qui bénéficie de la présence d'observateurs divers. Vous avez les hommes politiques qui sont en même temps journalistes ou directeurs de publication, vous aurez des politologues et bien entendu notre consultant permanent sur les programmes débat sur Info TV, Pierre Blaireau Niemek. Je vais commencer par le saluer et lui souhaiter la bienvenue. Pierre Blaireau, bonsoir. Ton opinion va compter tout à l'heure. Bienvenue, bonjour. Bonjour Jean-Jacques, merci de m'associer à la réflexion de ce matin sur votre nouveau bébé, Opinion 237. Vous l'avez dit, c'est un ancien que vous avez ressuscité. Oui. Mais avec votre touche personnelle, nous imaginons que ce sera un grand moment de télévision. Je me suis posé la question de savoir pourquoi vous m'aviez invité pour parler des affaires des gens que je n'apprécie pas beaucoup. Vous n'appréciez pas quel genre, Pierre Blaireau? Les gens du RDPC. Voilà. Ils font leurs choses entre eux là-bas, ils se nomment, Sauf que les choses qu'ils font ont d'une façon ou d'une autre un impact sur nous. C'est pour cela que je ne vais pas les rater. On ne va pas fuir, non. Non, vous ferez votre travail. Je vais décharger votre fusil avant le début de l'émission. Vous serez les enfants de Facebook disent que vous n'allez pas débrancher ma joie. Donc, de toutes les façons, nous sommes là et je suis content d'être dans ce nouveau programme. Permettez-moi déjà de féliciter vos habillages. Oui. Oui, parce que ils sont beaux. Mis à part le fait que vous avez aussi rempli les gens du RDPC. Quelques visages que vous n'aimez pas. Oui, voilà, ça aussi, c'est pas trop. Donc, mais mis à part ça, vos habillages sont très beaux. Le 237, ça nous parle à nous tous. C'est notre chère et belle patrie. D'accord, merci Pierre Blaireau. Nous accueillons Saint-Éloi Bidon. Je disais tout à l'heure que c'est des acteurs politiques à divers niveaux. Il a été cadre du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, élu adjoint au maire à la commune d'arrondissement de Yaoundé 6. Il a été un peu éjecté par la discipline du parti. Il a voulu créer un parti politique, le Rassemblement des pauvres du Cameroun. Le projet, on ne sait pas s'il est dans un tiroir, s'il va revoir le jour comme Opinion 237 un beau jour. Saint-Éloi, bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Jacques, merci pour l'insi honneur que tu me fais en m'invitant à la première édition d'Opinion 237. Je suis sûr que, comme toutes les émissions que tu as eu à piloter, Opinion 237 n'aura pas de peine à s'établir dans les mœurs des téléspectateurs. Je voudrais souhaiter la bienvenue à Blaireau Niemek, parce qu'il y a quelque temps, il était un peu souffrant. Et je dis bonjour à vos millions de téléspectateurs. Pour le parti politique, je vous ai dit, ça coince un peu quelque part. D'autres me demandent d'écrire une lettre d'excuse au président de la République. Pour avoir votre parti. Pour avoir votre parti. Oui, pour qu'on me... Qu'est-ce qu'il a à voir avec cette affaire? Pour qu'on me réhabilite. Pour qu'on me réhabilite. Pour la main dans le grand R, c'est ça? Au niveau des instances administratives, on me demande de démissionner, de présenter... Là où vous êtes un SDF politique finalement, il vous condamne à être un SDF politique. L'émission du RDPC, et moi je dis, comme je l'ai dit à celui qui est en charge de ces choses, on ne renverse pas quelqu'un qui est couché. Et quand on vous exclut, ça signifie que vous ne faites plus partie des effectifs. Donc vous n'avez pas à démissionner de quelque part. Mais votre cœur, il bat encore pour le RDPC, non? Non, en toute honnêteté, tel que le RDPC fonctionne aujourd'hui, c'est devenu, depuis l'arrivée de M. Kuete, un grand marché où il n'y a rien à vendre, mais où tout s'achète. Même pour être ministre. Mais pourquoi vous ne prenez pas un parti Yango? Il y a des partis qui sont disponibles. Non. Vous allez chercher ça, vous avez les moyens quand même pour avoir un parti, non? Je reçois les appels des promoteurs de partis qui me demandent de les représenter à la prochaine élection présidentielle, et pas des moindres. Et je suis en train de... Vous répondez pas encore. D'étudier, je suis en train de voir. Et si d'aventure il y avait une tacite reconduction, puisque les 36 mois au RDPC sont expirés, s'il y avait un congrès, je serais candidat à la présidence nationale du RDPC.
Ça veut dire que vous n'êtes pas encore parti du RDPC en réalité. Je suis parti. Mais pas fermer la porte totalement. C'est assis de reconduction, vous pouvez être candidat dans cette formation politique-là. C'est votre cas aussi. Vous avez porté la casquette du RDPC. Vous avez mis un élu, Bernard Ouna. C'est fini avec le RDPC. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jean-Jacques Zé. Je reste et je demeure un militant convaincu et convaincant du Rassemblement démocratique du peuple camerounais. Je suis d'ailleurs fier de le dire tous les jours, même si beaucoup de gens confondent ma façon sincère et objective de critiquer. Moi, je critique pour que les choses avancent et s'améliorent dès l'intérieur. Ça ne veut pas dire qu'on est contre le parti. Je suis heureux donc de vous dire encore avec beaucoup de force que j'appartiens effectivement et toujours au Rassemblement démocratique du peuple camerounais. D'accord, ça tombe bien puisqu'on parlera justement de ce RDPC. Vous êtes aussi directeur de publication. Tout à fait. De la vitrine. Tout à fait. C'est un journal qui a été créé en 2004 et qui depuis près d'un an n'a pas paru parce que le directeur de publication a pensé d'abord s'occuper de sa femme et de ses enfants. Parce que et les employés. Vous vous occupez de votre femme et vos enfants, les employés on lui a souffert un peu parce qu'il fallait faire un choix. Le parrain, il fallait faire un choix. Vous savez, le contexte socio-économique nous exige vraiment à beaucoup de réalisme. Oui. Il faut beaucoup de réalisme maintenant. Parce ils sont en congé technique. Oui, ils sont en congé technique. Ça fait plus d'un an qu'ils sont là. Ils observent si les choses vont s'améliorer, s'embellir. Mais je pense que d'ici la fin du mois d'avril, nous allons remettre les choses en marche parce que nous également, on doit être dans la mouvance de l'élection présidentielle à venir parce que nous devons accompagner le candidat du RDPC qui sera certainement, vraisemblablement, le candidat que tout le monde connaît, candidat naturel, le camarade Paul Biya. Donc le journal revient dans quelques semaines dans les kiosques. Voilà, bonne nouvelle donc pour les lecteurs et pour les employés. J'espère que les emplois ont été protégés et qu'ils vont revenir prendre naturellement leur fonction. Je vous dis merci parce que vous êtes venus au pied levé. Nous avons malheureusement nous n'avons pas la possibilité d'avoir Elimbi Lobé sur le plateau de ce dimanche. Son épouse nous a gentiment appelé pour dire que monsieur a eu un coup de fatigue, il faut bien qu'il souffle. Et je crois que les téléspectateurs comprennent cela. Il n'est pas là pour l'acte premier d'Horizon d'Opinion 237. Il va certainement nous retrouver. Vous êtes aussi directeur de publication. Tout à fait. J'insiste dessus parce qu'on va parler des médias tout à l'heure en mise à bouche de ce programme. Il y a une actualité qui s'est développée au lendemain de la célébration des 40 ans de la CRTV. On a beaucoup parlé de l'audiovisuel et le sujet phare était celui relatif à la redevance audiovisuelle. Les Camerounais qui se sont invités à la célébration de l'anniversaire ont pensé qu'il faut peut-être mettre cela au goût du jour. Les hommes politiques évoquent également le sujet. C'est le cas d'Akeremouna qui, dans un tweet, a insisté sur la redevance audiovisuelle. Il propose d'ailleurs que s'il est élu président, eh bien, il va revoir la répartition de cette affaire qui ne devrait pas être simplement reversée à la télévision nationale. Et la question est là. La redevance qui fait débat, est-ce que vous comprenez ce débat? Je voulais d'abord dire que je suis directeur de publication du journal Cameroun Diaspora Expression. Oui. Le seul journal que le président de la République lit. Parce que nous avons une les animateurs, nous avons les émissions sur les nous avons une ligne éditoriale où la pertinence côtoie. Le genre que vous êtes dû là, le président lit. Oui, justement. Parce que ça lui permet d'avoir une visibilité de ce qui se passe en réalité partout. Et alors, nous étions les premiers, il y a un mois, à annoncer au dernier numéro du mois de mars la candidature du président. C'est nous qui avons rendu public cette information et ça s'est concrétisé. Et nous avons estimé que il y a un mois que le président était déjà en campagne et parce qu'il avait réussi à sortir son bulldozer, c'est-à-dire le ministre des Travaux publics qui, semble-t-il, était en panne de finances. Mais aujourd'hui, les finances de ce côté, les caisses sont renflouées et toutes les routes sont en chantier. Donc vous annoncez au Cameroun qu'il y a désormais de l'argent. Le ministre des Travaux publics en a déjà et que les routes vont peut-être changer. Les routes sont déjà en chantier, les marchés sont passés. De toutes les façons, le président Biya sera difficilement battable parce que
quand il a sillonné, il a fait sillonner des responsables au niveau de tout le Cameroun. La récrimination était la même. D'accord, d'accord. Parlons rapidement de cette redevance audiovisuelle revendiquée par la presse privée, notamment l'audiovisuel privé, jusqu'à présent l'exclusivité de la télévision nationale, et les hommes politiques qui disent que désormais il va falloir, si eux ils arrivent aux affaires, il faudra donner à tout le monde. Vous êtes cette opinion-là? De toutes les façons, oui, je partage cette opinion. La redistribution des fruits de la croissance doit être générale pour tous les acteurs. Pour tous les acteurs. Et quand on crée une taxe comme la redevance audiovisuelle, elle a naturellement une affectation. Elle a naturellement une affectation et redistribuée à tout le monde, parce que nous sommes des organes privés et nous remplissons des missions de service public. Absolument. Et parce que l'information, c'est quelque chose de capital aujourd'hui. Quand on ne maîtrise pas l'information, ne maîtrise pas la communication, on est perdu. Donc, en termes, quand vous allez dans certains pays comme la Côte d'Ivoire, où l'aide à la communication se conjugue en milliards et redistribué tant au privé qu'au public. Ça, c'est pour permettre d'éviter le seul son de cloche qui est celui de l'État. Je crois qu'il faut encourager les médias privés pour qu'ils continuent à fonctionner, surtout que le métier que nous le faisons dans des difficultés. Un directeur de publication vous a dit tout à l'heure que ça fait un an le journal est en berne. Parce que, et nous, par exemple, du fait de notre ligne éditoriale, que vous estimez être assez dur quand même, nous ne trouvons pas de personnes qui viennent prendre des encarts publicitaires, mais on ne peut pas faire autrement. On a choisi de dire la vérité et on va continuer. Un jour, peut-être que un éclairé comme Mathias Ogonangini arrivera et puis il va comprendre aisément que la presse privée... Vous n'avez pas compris quoi? Vous n'avez pas compris quoi? C'était pour présenter le professeur. Vous avez trahi. J'avais de la peine à le présenter parce que mettez la caméra sur le professeur. Est-ce qu'il faut dire sa majesté avec ce look qu'il a choisi pour la première d'Opinion 237? Professeur, pour faire facile, bonjour et bienvenue. Bonjour monsieur je n'ai pas choisi le look, c'est le look qui m'a choisi. Expliquez-nous l'affaire là. Expliquez-nous l'affaire là. Vous n'avez pas choisi comment? Célébrer la tradition. Oui. Il fallait quelques signes du rapport avec cette tradition. Vous nous rappelez quelqu'un, hein? Le léopard, le grand léopard. C'est une autre affaire. Merci d'être venu. Avec vous rapidement, Pierre Blaireau-Niemek, sur la question relative à la redevance audiovisuelle qui fait débat aujourd'hui, au lendemain de la célébration des 40 ans de la CIATV. L'opinion s'est exprimée là-dessus en disant que vraiment la CIATV, ça fait beaucoup d'argent. Pensez également aux médias, à la télévision privée. Et M. Akeremouna en fait l'un des points forts de sa vision si jamais il est élu président. Oui, comme j'aime être cohérent, il faut dire aux Camerounais que la CRTV ne perçoit pas tout cet argent. Ah bon? Non, il faut le dire. Allez seulement voir l'état de délabrement des locaux de la radio. Pensez que si la CRTV avait, c'est pas 100 milliards, la radio serait dans un état aussi délabré. On n'en sait rien. Non, non, après vérifier. Ils ont appelé ça guichet unique. D'ailleurs, les gens de ce parti-là, ils font tout maintenant pour que l'argent se rassemble. L'unicité des caisses. Oui, pardon, d'unicité de caisse. Et la CRTV elle-même en a qu'une partie. Mais comme le directeur général de la CRTV ne peut pas venir se plaindre, tu te plains, on t'enlève. Donc tu vis comme ça. Parce que ce sont un peu qui te parle bien. Bien sûr. Non, il faut dire cela parce que nous le disons ici, la CRTV. Maître Akeremouna, devenu président, pourrait se rendre compte que c'était qu'une illusion. La CRTV ne se porte pas très bien quand vous la regardez. Maintenant, sur le principe, oui. La redevance audiovisuelle doit viser tous les médias. On est resté dans les atavismes du parti unique, de tout unique. Le RDPC ne s'est jamais libéré de sa mentalité de parti unique.
il faut avoir sa télé. Pour le RDPC, la CATV n'est pas pour les Camerounais. C'est la CATV du RDPC. Donc, toutes les autres... Il y a beaucoup de anachroniques que soient lues les nominations internes du RDPC à la CRTV. Est-ce qu'on peut nous montrer la facture qui a été servie au RDPC? Parce que c'est une association. Bien sûr. Les autres pays. La CRTV n'a rien. Mais la CRTV ne peut pas manquer un seul événement du RDPC. Vous voyez la confusion? Le RDPC a privatisé la CRTV, il a privatisé. Je ne vais pas citer les autres organes que le RDPC a privatisé. Ce n'est pas votre propriété. Et la CRTV a de la peine à présenter les événements des autres partis politiques. En dehors de la contrainte que lui impose les alliances, la période électorale. Non, il y a visiblement une caporalisation des services d'État par le parti État, RDPC. Le RDPC a tout pris dans ce pays, sans rien donner. Ils font leur nomination là-bas et autres. Mais ce n'est pas le RDPC qui a fait la loi pour respecter les schémas institutionnels. C'est une loi qui institue cette redevance audiovisuelle. Non, je vous ai dit que sur le principe, sur le principe, non, c'est le RDPC qui a fait la loi. Moi, c'est le RDPC. On n'a qu'une seule chose au Cameroun, le RDPC État. Il n'y a pas autre chose. J'entends souvent les gens la dire, ce n'est pas le RDPC. Mais attendez, qu'est-ce qui fait que le secrétaire général du RDPC soit appelé ministre? Les gens du RDPC a été ministre. Ah non, c'est pour ça qu'il est appelé ministre. Oui. Ah, ben, c'est pour cela qu'il est appelé ministre. Tout à fait. Vice-premier ministre. Non, mais il a un décret. Attendez. Oui. C'est parce qu'il a été ministre qu'on allie toujours son poste de SG au nom de vice-premier ministre. C'est parce qu'il a été ministre. Il a été ministre. Je ne crois pas qu'il y a un autre cordon institutionnel. Le jour qu'on a désigné M. Kyote, secrétaire général du comité central, le même jour, on l'a fait. On l'a fait. Il a été vice-premier ministre dans le gouvernement. Il a été vice-premier ministre dans le gouvernement avec un portefeuille. Là, il n'en a pas. Il a été reconduit vice-premier ministre. Ça représente le gouvernement comme il est vice-premier ministre. Je dis ceci, dans l'appellation. Oui, dans l'appellation. On pourrait l'appeler Monsieur le ministre. Indistinctement, Monsieur le SG. Mais observez comment il l'appelle. Il dit secrétaire général du RDP, le ministre secrétaire général du RDP. Je vais t'aider oui, aide-moi. Je vais t'aider un peu. Oui, aide-moi. Habituellement, lorsque le président de la République remanie le gouvernement, il y a toujours immédiatement un texte, une décision du président national du RDPC qui nomme le secrétaire général de ce parti parce que dans les vous venez même d'aggraver la situation. Non, c'est pas le même texte. Je n'ai pas dit que c'est le même texte qu'il a changé. Alors, dès qu'on finit de nommer le gouvernement, le président national du RDPC nomme habituellement un secrétaire général du comité central qui a rang de membre du gouvernement. Je veux donc savoir pourquoi le SG du RDPC a rang de gouvernement. C'est le parti au pouvoir et c'est le parti du président national. C'est-à-dire que le président de la République est le président national de ce parti. C'est lui qui en a décidé. Le SG de cette association a rang de ministre. Alors, une autre précision pour terminer. Une autre précision. Ce que vous dites est généralement au cœur de toutes les embrouilles qu'on voit lorsqu'il faut installer le protocole. On dit que le SG est arrivé. Quand le SG du RDPC arrive, c'est toujours compliqué. Vous subissez cela. Parce que lui vient comme vice-premier ministre en même temps. Il est au-dessus des membres du gouvernement. Il n'y a que le premier. Il a garde-corps. Il a un garde-corps. À quelle qualité? Le président de la République a décidé ainsi. Ah d'accord. Le président du RDPC ou le président de Revenons dans le sujet. Revenons dans le sujet. On était dans le principe de la redevance audiovisuelle. Le principe, c'est que la redevance audiovisuelle, en fonction du poids de chaque média. Parce qu'il faut dire, on a créé les médias comme on a créé aussi les partis politiques au Cameroun. Chacun crée à la petite semaine son truc, des fois qui n'existe même pas. Et avec les petits copinages, on doit avoir un organe qui évalue le poids des médias et qui redistribue cela en fonction de l'influence que ces médias ont sur la scène nationale et internationale. Et ça, je crois que c'est les médias privés qui ont laissé faire. Puisqu'ils aiment qu'on les appelle. Il y a des ministres, parce qu'ils sont piégés. Il y a des ministres, présidents des directeurs de publication. Vous en connaissez, non? Les ministres? Présidents des directeurs de publication. Demandez au DP, on a deux DP. Il y a des ministres de publication. Présidents des directeurs de publication. Ils les réunissent dans leur bureau pour leur donner les titres, la titraille de leurs journaux. Au lieu qu'ils leur disent que ce n'est pas de cette miette dont nous avons besoin.
ouvrez la redevance à tous les médias, aux médias compétitifs. C'est pour ça que vous avez des amis à Bernard qui ont 5 journaux, voilà, ainsi de suite, pour recevoir de l'argent par derrière. L'argent qui est même perçu par certains est supérieur à l'argent qui aurait pu prendre des canaux normaux. Parce que nous, on aime seulement, comment ils appellent ça? On aime la filouterie. Oui. On n'aime pas que les choses se passent normalement. D'accord. Alors, vous parlez de ces DP qui sont à la tête de plusieurs organes. C'est déjà interdit par la loi. Mais on le voit bien qu'il y a certains ministres qui ne s'embarrassent pas de les appeler DP de tel titre, 3 ou 4. Et la vie se poursuit ainsi. Professeur, sur la question relative à la redevance audiovisuelle qui fait débat aujourd'hui, on a essayé de situer cela avec la célébration des 40 ans de la CRTV, ou de la télévision nationale, et les 40 ans du parti au pouvoir. Le débat est désormais ouvert, il est même déjà supporté par des hommes politiques. Les médias privés disent avoir voix également au chapitre lorsqu'on parle de redevance audiovisuelle. Les lois sont susceptibles d'évoluer dans le temps en fonction de l'évolution des mœurs et des habitudes politiques. En soi, ce n'est pas un problème. Mais ceux qui souhaitent une évolution des lois doivent aussi savoir que cela correspond à des exigences. Vous voulez le financement public, cela signifie aussi que vous devez accepter un certain nombre d'exigences de services publics et que vous deviez adopter une déontologie en conformité avec cela. Je trouve que c'est une revendication relativement acceptable à condition que ceux qui demandent que ces ressources du service public leur soient allouées, comprennent également que cela correspond à une mission de service public qui appelle des responsabilités. Ils sont en train d'aller se nouer, s'attacher une corde au cou. Jean-Jacques, je ne crois pas bien comprendre le professeur. Il va s'expliquer. Il voudrait dire qu'il devrait être caporalisé par le RDPC s'il doit pas être. Ça devrait être le risque. Monsieur Niamek, je ne voulais pas venir à vous. Mais comme vous voulez à tout prix que j'arrive à vous, vous entretenez beaucoup de confusion. Beaucoup de confusion. Sur le plan technique, ce n'est pas dans n'importe quelle situation qu'on parle d'un parti-État. Un parti-État, c'est quelque chose de précis. Dans l'architecture d'un État, on ne parle de parti-État que quand ce parti est inscrit dans la loi fondamentale. Et quand dans cette loi fondamentale, on dispose que c'est ce parti qui a le monopole de la représentation politique et le monopole de la direction gouvernante. C'est là où il y a parti-État. Et dans les faits, tous les partis uniques... C'est à nous que vous allez faire ce jeu-là. On sait pas un jeu. L'émission doit être didactique, pédagogique, s'il vous plaît. Soyons sérieux. Tous les partis uniques ne sont pas des partis-États. Il faut cesser de faire des confusions. Comme vous voulez un cours, on va vous en faire. Oui, faites-moi un. Très bref. Oui. Dans les partis uniques qu'il y a eu dans l'histoire politique africaine, il y a des partis-États. Exemple, le MPR, le Mouvement pour la Révolution, dont le président fondateur était le maréchal Mobutu Sese Seko. Il y a le RPT, le Rassemblement du peuple togolais, dont le président était le général Gnassingbé et Yadema. Mais vous avez des partis uniques qui ne sont pas des partis-États. L'Union nationale camerounaise n'est pas un parti-État. Parce qu'il n'y a jamais eu dans la loi fondamentale quelque indication que ce soit que l'Union nationale camerounaise a un monopole. Et le principe du multipartisme a toujours été inscrit dans la Constitution. Donc il faut bien distinguer le parti-État. En théorie, professeur, ce n'est pas un problème. Fini de nous expliquer comment vous voyez la pratique du RDPC par rapport au MPR, vous le professeur. La pratique du RDPC. Le RDPC est-il différent du PRD? Il est différent. En quoi? Il est différent. Il n'y a pas de différence. On parle du RDPC juste après le mise en bouche. Le seul fait gardez les arguments. Que le monopole soit inscrit dans la loi fondamentale est un élément décisif. L'écriture et la réalité. Ça ne signifie... Ce n'est pas un problème d'écriture et de la réalité. Le RDPC a le monopole. Non, le RDPC n'a pas Il a le monopole. Je suis désolé. Suffisamment parlé du RDPC. Vous prenez la représentation nationale, il n'y a pas le monopole. Il n'y en a pas. Il n'y en a que... Il n'y en a pas.
que ça. Vous faites de l'idéologie et de la mauvaise idéologie s'il vous plaît, qui ne correspond même pas à dans la réalité. conduite de l'émission, puisque ce sont vos opinions qui priment, mais vos opinions sont attendues d'abord sur la question de la redevance audiovisuelle. Vous voyez que le second thème, le thème central, va parler du RDPC. Vous aurez certainement beaucoup de temps là-bas et on va respecter les opinions des uns et des autres. Les prises de mais parole. je ne comprends même pas pourquoi le professeur Mathias est contre moi. Il n'est pas contre vous. Il est contre moi quand je parle du RDPC. S'il y a déjà deux alors RDPC là, pourquoi je devrais pourquoi je devrais Merci professeur. Chutons sur la redevance audiovisuelle. Non, je dis dans le principe, et je le redis, que la demande qui est faite est une demande légitime. Seulement ceux qui la font doivent savoir qu'il y a des missions de service public qui seront associées à la location de ressources participant du service public de la communication républicaine. Et un droit de regard aussi? Ils ont même déjà le droit de regard. Attendez, le droit de regard dans une certaine mesure, mais le droit de regard n'a rien à voir avec la ligne éditoriale du média. La censure aussi. Alors, maintenant on sort par là. Il dit que c'est une revendication légitime. Vous êtes directeur de publication. Vous vivez déjà ces difficultés-là avec la maigre enveloppe qu'on vous donne dans le cadre de l'aide publique à la communication privée. Est-ce que redistribuer cette redevance peut permettre justement aux médias privés de mieux se porter? Tout à fait, tout à fait. Et lorsque vous venez à Info TV, vous avez l'impression de penser que M. Durnemban est un magicien, parce qu'il s'en sort avec ses propres moyens, ses maigres moyens pour tenir debout cette grande chaîne de télévision qui monte. Moi, je pense que cela est tout à fait normal, que la redevance audiovisuelle soit partagée, pas forcément équitablement à toutes les chaînes de télévision, des chaînes de radiodiffusion sonore, mais quand même que l'État du Cameroun accorde une attention particulière aux chaînes de télévision, de radio à capitaux privés. Donc on peut dire que même s'il y a une certaine opacité dans la gestion de cette redevance, puisque personne n'a les chiffres exacts, comment ça se passe, il y a quand même quelque chose que l'État peut faire, c'est de penser à ces autres chaînes de télévision qui font elles aussi dans le service public. Bon, je vous prends un exemple simple. Vous voyez, à la CRTV, les avis de décès sont payants. À Info TV, les avis de décès ne sont pas payants. Vous voyez un peu. Donc ça veut dire qu'on peut également accompagner ces chaînes de télévision à capitaux privés à bénéficier de cette redevance. Je vais prendre un exemple. Au Sénégal, la redevance, en fait, ce que l'État alloue à la presse à capitaux privés, c'est 4 milliards de francs CFA par an. Au Cameroun, ça devient une subvention. Oui, une subvention. Qui est naturellement. Par on souhaite aboutir à ça. Ce n'est pas au bon vouloir. On souhaite. Voilà. Nous aussi, on peut aller à cette budgétisation, à cette subvention de la presse à capitaux privés. Au Cameroun, c'est pitoyable ce qu'on alloue à la presse à capitaux privés. 250 petits millions pour toute la presse à capitaux privés. C'est vraiment une aide. D'ailleurs, ça fait exprès. Là, c'est le montant supérieur. C'est le supérieur. Oui, c'est le supérieur. Monsieur Ona, c'est fait exprès. C'est fait exprès parce pour vous tenir. Si on apporte de l'aide à la presse privée, vous allez voir, on va déclochardiser la presse. Ça va permettre à des journaux comme le sien, La Vitrine, qui n'a pas paru depuis d'entretenir le personnel, de pouvoir partager. Je veux dire un mot sur ce que Némeg a dit tout à l'heure. Effectivement, c'est pour ça que vous voyez que dans certains ministères, des directeurs de publication sont mis à genoux pour décharger les frais d'impression de leurs journaux par semaine. Dans certains ministères bien connus, il y a des directeurs de publication, mais nous, on n'a pas accepté ça. Nous, on n'a pas accepté ça, c'est pour ça que nous sommes heureux. Nous parlons avec Torse Bombé, que nous, on ne peut pas accepter d'être corporalisé comme ça, d'être chosifié comme ça, parce qu'on veut absolument paraître. En paraissant, on gagne même quoi d'abord. Donc, il vaut mieux attendre qu'un président vienne demain. Même si tu as dit que Biya va gagner, non? Puisque Biya va gagner. Mais nous, on va amener le président à
à faire qu'il y ait... Non, depuis 43 ans, il n'a pas changé. Non, il n'y a pas eu d'initiative. Les gens n'ont pas pris d'initiative. Il y a eu les états généraux de la communication. Les résolutions avec des propositions qui allaient, la grande maladie. Avec des propositions qui allaient justement à la subvention. Je suis d'accord. Ces états généraux ont été oubliés aujourd'hui. Jean-Jacques, il n'y a rien qui marche. Le problème des états généraux, c'est qu'après la tenue de ces états généraux et les belles résolutions qui sortent souvent de là, c'est la fin. Chacun prend ses résolutions. Qu'est-ce qui va changer dans la suite? Non, la suite... Maintenant qu'il est plus fatigué. À l'époque, il était fort. L'autre préoccupation, merci d'appeler à la subvention, l'autre préoccupation qui découle du même débat, c'est l'accès au signal de la télévision nationale. Oui. Est-ce que vous avez accès au signal alors que vous payez votre redevance audiovisuelle? C'est un gros paradoxe, c'est quelque chose que le gouvernement doit bien étudier parce que, il faut le dire, je l'avais déjà dit ici sur ce plateau, c'est quand même incroyable que le Camerounais lambda paye 5 000 francs au minimum à une société qui s'appelle Canal+, pour avoir le signal de sa CRTV. Donc, la redevance audiovisuelle est payée par des Camerounais travailleurs. Vous ne comprenez pas ça comment, je ne sais pas comment. On va faire le schéma. Voilà. Que pour avoir votre CRTV chez vous, vous allez payer. Vous allez acheter votre poste téléviseur, vous le mettez dans votre salon, et puis vous dites que vous êtes Camerounais. Vous payez même la redevance audiovisuelle. Maintenant, vous ne voulez même pas savoir s'il y a d'autres chaînes qui existent dans le monde. Vous voulez regarder votre CRTV. Quand vous allumez, on vous dit que vous ne pouvez pas voir la CRTV parce que pour avoir la CRTV, il faut aller acheter le décodeur. Il faut aller acheter le décodeur et payer 5 000 francs aux Français, Bolloré, qui a Canal+. Donc vous passez d'abord par Bolloré qui a Canal+, vous payez 5 000 et c'est là où vous avez votre CRTV dont la redevance vous est enlevée dans votre salaire mensuel. C'est assez incroyable, mais je ne sais pas comment vous pouvez expliquer ça, mais moi ça me dépasse. Alors il faut trouver une solution, professeur. Lors de la diffusion du dernier match des Lions Indomptables, on a reçu beaucoup de dénonciations des Camerounais qui ne parvenaient pas à regarder le match parce qu'ils n'ont pas payé chez l'opérateur en question, Canal+. Pourtant dans ce pays, on a bien parlé de la TNT, il y a même eu une mobilisation financière à cet effet-là, mais on n'en parle plus. On ne peut plus avoir accès directement à la télévision nationale. C'est dommage parce que ce projet-là était destiné à faciliter l'accès de l'ensemble de la communauté des citoyens à ce média qui a un statut particulier. C'est tout. C'est tout. C'est dommage. Mais il y a eu de l'argent. Pour ça, joue au malaise. Il ne veut pas donner son opinion là-dessus. Bon, on va dire que je la donne comment? Je donne votre opinion à ma place. Vous êtes d'accord quand même que c'est un échec? Qu'est-ce qu'il y a un échec? Je vous ai dit que c'est dommage que cette opération qui consistait à installer la TNT pour rendre accessible la CRTV à l'ensemble des citoyens, que cela n'ait pas fonctionné. Vous voulez que je vous dise quoi? Mais pour vous, ce n'est pas un problème. Est-ce que j'ai dit que ce n'est pas un problème? J'ai dit que c'est dommage. Chez l'autre opérateur, pourquoi vous voulez me faire dire ce que vous pensez? Dommage, c'est d'où? Qui se fait des milliards. Il a déjà dit dommage. J'ai déjà dit dommage. Vous voulez que j'ajoute? D'accord, sur ces deux aspects-là, on prend vos deux opinions. Sur ces deux aspects-là. Non, laissez le professeur là donner son opinion. C'est dommage. De l'objectivité, de l'éducation. Pourquoi voulez-vous que je tienne votre opinion? Vous savez qui est à l'origine de l'échec sur la TNT? Il est là. Suis-je procureur? Je ne suis pas procureur. Alors, de toutes les façons, je me rappelle, moi je ne suis pas spécialiste de ces choses, que plus jeune je voyais la CRTV, il n'y avait pas Canal. Oui. Bon, je ne sais pas ce que... Tu branchais dans tous les villages. Il suffisait d'avoir de l'électricité. Ou l'antenne qu'on mettait sur la toiture. On avait une sorte de fausse antenne là. Ouais. Mais vous voyez... On avait les rayons du vélo. Alors aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est dommage. Ce n'est pas... c'est son opinion. Non, ce n'est pas seulement dommage. Il veut parler à ma place. Ce n'est pas seulement dommage. C'est mon neveu. Ce n'est pas seulement dommage, mais c'est une catastrophe. Voilà. C'est une rebuffade. C'est une reculade. C'est un crime. C'est un crime. C'est même l'apocalypse. Oui, effectivement. On ne peut pas priver. Parce que les Camerounais laissent ces choses-là. Tous les jours, nous parlons des néo, Jean-Jacques. Mais la CRTV nous fait, l'absence de CRTV nous fait plus de mal que la... Nous ne devons rien à Eneo. Eneo a été privatisé. Mais nous devons tout. La CRTV nous doit tout. Elle n'est pas privatisée. Et c'est nous qui la finançons. Comment la CRTV ne peut pas nous... vite comme si elle était privatisée, parce qu'il faut payer.
il faut doublement payer. Oui. C'est-à-dire vous allez payer vers quelqu'un d'autre. Ça fait en moyenne 60 000 ans hein, que vous versez quand on reste dans le cadre de 5 000 francs. Vous versez 60 000. Qui est à 22 500 ou 40 000. Voilà. Parce qu'il y en a qui paient le bouquet de 22 500. Restons, 40 000 restons plus. au minimum. Oui. Vous versez 60 000 à je ne sais qui pour que vous ayez les images de la CRTV, la Cameroun Radio and Television. Mais, Monsieur comment peut dire dans votre village, pour accéder à la CRTV aujourd'hui, vous arrivez dans votre village, il y a des antennes paraboliques. Alors que la CRTV, du moment où il y avait un groupe électrogène, ça pouvait fonctionner, oui. On voyait la CRTV. Tout le monde est là, c'est ce qu'on faisait. Il faut débourser. Et quand le professeur nous dit... Et l'image était belle. C'est dommage. Non, ce n'est pas ça. Vraiment. Il a tout dit. C'est dommage. C'est trop beau. Les criminels sont là. Ils sont là parmi nous. Les criminels de la TNT sont là parmi nous. On a un cas récent là où un père a violé son enfant. On ne peut pas nous présenter cette situation. On dit c'est dommage. Ce n'est pas dommage. C'est criminel, comme le disait mon voisin. D'accord. On va tourner la page. On retient justement que dans le cas de la redevance audiovisuelle, des plaidoyers sont faits. Les hommes politiques portent le dossier. Mais comme le professeur le disait, il faut avancer. Mais en lisant tout ce qui tourne autour de cette redevance-là, au cas où on accède par exemple à ce qui est proposé par des acteurs politiques. L'actualité a été bousculée cette semaine par la sortie du président national du RDPC portant nomination des responsables au comité central ou à la tête des délégations régionales et départementales permanentes du RDPC dans quelques régions du pays et quelques départements. Et le sujet, même si Pierre Blaireau ne veut pas parler du RDPC, mais vous voyez bien qu'il parle suffisamment du RDPC, en 10 mots prononcés, vous avez dit 6 fois RDPC. Mais c'est un parti qui traumatise les gens. Vous pouvez faire comment? Vous semblez aimer ce traumatisme-là. Alors, allons au débat. Oui. Allons au débat sur ces nominations. Le premier aspect va interroger l'opportunité. Pourquoi maintenant? Comprenons-nous pourquoi c'est maintenant que le président national du RDPC, il faut qu'on se débarrasse du président de la République en ce temps-là, décide de redéployer les cartes sans passer par un congrès. Bernard. Le président national du RDPC est en campagne depuis quelques mois. Nous sommes à quelques mois également de l'échéance électorale, élection présidentielle. C'est une année charnière dont le président a pris du recul dans son village. Il travaille depuis qu'il est là-bas. Seul, il travaille seul? Non, il travaille avec des collaborateurs. Mutation, on l'a appelé l'empereur. Pour dire que vraiment il décide de quand il veut, de ce qu'il veut. Le texte lui confère ce statut certainement. Quand vous lisez entre les lignes, le texte lui donne le pouvoir de convoquer un congrès ou de nommer les personnes qu'il croit lui apporter ce qu'il attend pour l'implémentation de sa politique. Donc le président national du RDPC est en campagne et il prépare l'élection présidentielle soigneusement. Et pour y arriver, pour gagner, remporter cette élection qui sera très disputée, il a pensé qu'il fallait renouveler, en fait, intégrer de nouvelles personnes au sein des instances dirigeantes de son parti, notamment le comité central et les délégations régionales et départementales. Vous savez, au niveau des délégations régionales et départementales, c'est ces personnes-là qui portent le parti dans ces circonscriptions. Porter veut dire qu'ils sont à la tête, ils ont avec eux des gens, des militants et des camarades également, qui s'investissent, qui financent et qui soutiennent le parti dans ces différentes zones. Donc, en ce moment précis, le président a compris qu'il fallait mettre sur pied, il fallait prendre des décisions qui donnent la chance au parti de mieux se redéployer, de mieux s'organiser davantage pour aller à cette compétition électorale qui sera... Mais la règle, c'est le Congrès, même si les textes prévoient cette autre option, sans passer par le Congrès, c'est un président national, une véritable locomotive qui ne regarde pas beaucoup ce qui se passe ou se dit dans les wagons. Parce qu'on sait quand même que les militants voulaient un Congrès. Tout à fait, je suis de ceux qui voulaient qu'il y ait un Congrès, parce qu'un Congrès, c'est vraiment tout le monde. C'est tout le monde, du moins ceux qui sont statutairement membres. Rassemblement, retrouvailles. Oui, voilà, au-delà même des retrouvailles et du rassemblement, il n'y a que, au sortir du congrès, tout le monde sait pertinemment que nous sortirons de là avec de nouveaux hommes, de nouvelles femmes, de nouveaux jeunes, une nouvelle ligne
politique avec une nouvelle vision, mais je pense que le président, depuis 14 ans, je ne sais pas ce qui bloque pour qu'il n'y ait pas congrès, mais... Comme vous êtes militant, demandez-lui. Non, je n'ai pas accès. Si je le voyais, parce que je parle même ici, peut-être qu'il m'entend, il ne m'entend pas. Mais si j'avais moyen d'interpeller Monsieur le Président national, je lui dirais qu'un congrès était mieux avant l'élection présidentielle. Mais je pense qu'il a ses raisons, il a son agenda. Et c'est pour ça que cette semaine, donc, vous avez été... Pourquoi vous avez cette attitude de « on va alors faire comment ?» Vous voulez l'impression... Le président national, en attendant que Bliro va nous dire ce qu'il a comme solution, moi je dis en tant que militant que le président national a deux leviers. Il a le levier de pouvoir désigner les gens comme il a fait le 27. Il a le levier de pouvoir convoquer un congrès. Il a pensé qu'en nommant les gens, c'est plus facile, c'est moins coûteux, ça dérange moins, et ça ne mobilise pas beaucoup. Et il l'a fait, je pense qu'il y aura certainement un congrès, pas peut-être avant l'élection présidentielle, certainement après l'élection présidentielle. Mais je crois que par rapport à votre question, effectivement, la nécessité s'imposait. Avant d'affronter l'élection présidentielle en octobre, il fallait que le président national redistribue des cartes au sein de son appareil dirigeant pour que les choses soient autrement dans les jours à venir. Alors, sur l'opportunité et l'option choisie par le président national Saint-Éloi Bidoum, l'option c'est ses nominations. Les textes lui donnent ce droit-là. Le Congrès, on reverra. Sur l'opportunité, vous êtes d'accord avec Bernard Auna? Pas du tout. Pas du tout. Rien ne justifie, ni sur les bases légales, ni sur la légitimité. Et ces mesures... vous savez, le président Biya a subi 2 coups d'État dans ce parti. Dans le parti? Dans le parti. Le premier coup d'État a été orchestré par ce que j'avais appelé le push de la Légion QT. Quand on a pensé qu'il fallait couper le président de la base en créant des personnalités et ressources. Oui. Le président a compris qu'il avait perdu quelque chose. Il n'est pas allé à la bagarre de sitôt. Le deuxième coup d'État qu'on réussit dans le parti, c'est de faire sauter le verrou de la démocratie. C'est-à-dire des primaires, du libre choix des dirigeants. À quel niveau? Parce qu'il y a le renouvellement des organes de base. C'est-à-dire que quand il y a renouvellement des organes de base, tel que ça se passe à Yaoundé 6, ce n'est pas comme ça que ça se passe à Yaoundé 2. Ici, on désigne, ici, on dresse les listes. Les enveloppes arrivent les listes consensuelles. Ici, les enveloppes arrivent de Yaoundé. Et souvent, c'est un papier vierge, blanc, qu'on vous montre à 50 mètres pour dire le président de la République. Et vous ne voyez rien. Et vous ne voyez rien. Vous pouvez dire, vous ne pouvez pas je vais lire contester, sauf si on s'appelle Saint-Éloi pour protester. Alors, le président, par ses actes, qu'il prend seul, c'est une reprise du parti en main pour démontrer aux uns et aux autres que malgré tout ce que vous avez fait, je reste le maître du jeu. Et c'est pour ça que... Ça montre que le parti, il y a le président national, il y a les autres. Et il y a les autres. Et les autres, les conservateurs, les amis de Bernard Auna et autres, ils font tout pour écarter le président. Et le président est sorti là pour faire comprendre aux uns et aux autres que c'est lui le président du parti, c'est lui qui les a fabriqués, c'est lui qui peut les défaire. Et c'est de ça qu'il s'agit. Parce que sinon, le RDPC, comme j'ai dit... Est-ce que c'est de bon augure à l'approche de l'élection présidentielle qu'il décide de tout reprendre en main alors qu'on a besoin qu'il déploie tout le monde à la fois à partir d'un congrès ou... Normalement, il aurait dû. On dit du président qu'il est hautement légaliste. Quand vous-même vous voyez ça, ce n'est pas des signes qui nous rassurent sur l'esprit démocratique, sur l'esprit de l'égalité du président. C'est-à-dire qu'à un moment, il opère un passage en force comme ça pour voir d'où viendra la résistance. Et puis, on exclut. Tu connais bien les textes de base. Les tests ont été écrits
par des hommes. Mais ils sont là, ces textes. Et ce sont ces textes qui permettent au président national de faire ses mouvements. Il faut bien le dire comme ça. Justement, pourquoi les tests prévoient un congrès toutes les 5 années? Pourquoi il n'y a pas de congrès? Pourquoi ne pas attendre le congrès? C'est parce que l'opportunité de reprise en force du parti est là. De toutes les façons, avec la régularisation qu'il y avait eu par le bureau politique en 2016, vous pensez que le président a encore besoin d'un congrès? Il n'en a pas besoin. Il va essayer de continuer à nommer des gens à tête, exclure certains, disqualifier certains, et vous dites que l'élection sera âprement si on s'en tient à ce que vous êtes en train de dire, on retrouve la grande une de mutation au lendemain de ces nominations. Le journal a décrit le président du RDPC comme étant un empereur. Peut-être qu'il n'a pas aussi lu tous les textes, professeur. Je crois qu'il faut simplement lire les textes. Ah, vous les avez? Ah oui, il faut lire les textes. Vous faites quoi avec les textes du RDPC? Mais pour analyser, on analyse sur la... C'est pédagogique. Oui, mais vous avez les textes de l'UPC. Vous avez les textes de l'UPC. Je dis qu'il faut d'abord c'est du RDPC. On parlera de l'UPC, vous n'en faites pas. Oui, l'UPC n'est pas au débat. L'UPC n'est pas dans le débat. Article 24. Le comité central, alinéa 1, est composé de membres titulaires et de membres suppléants. Alinéa 2, les membres titulaires dont le nombre ne peut excéder 350 se répartissent ainsi qu'il suit. 210 membres élus par le congrès du parti. Les militants du parti exerçant les fonctions de président du Sénat, de président de l'Assemblée nationale, de premier ministre, de président du Conseil économique et social, des présidents de groupes parlementaires du RDPC au Sénat et à l'Assemblée nationale, de président du Bureau national d'une organisation spécialisée. Les membres désignés par le président national. Et il n'y a pas de conditions. Ce n'est pas écrit à l'issue du congrès? Non. Mais les membres désignés par le président national. Il y a des membres élus par le et il y a des membres désignés. Et ce qui est valable pour les membres titulaires est valable pour les membres suppléants. Article 27. Membres désignés. On prie le doigt. On continue. Article 27. Alinéa 1. Le président national assure la bonne marche du parti. À cet effet, il peut prendre toutes mesures nécessaires à la bonne organisation et au bon fonctionnement du parti. Je crois que désormais, le RDP, c'est un bon communicant. C'est sans commentaire. Tout cela est voilà la vérité. Monsieur Nyemek Aboraye, les faits sont là. Personne ne pourra donc dire sur cette base que les nominations ont été faites en dehors des textes. On est d'accord. Qui a un texte? Oui, Blériot. Les choses sont claires. L'opinion de Blériot. Monsieur Nyemek n'aime pas la factualité ni l'objectivité, mais je suis désolé pour lui. Ces membres sont caducs depuis 14 ans. Tout ce qui se passe là est dans l'illégalité. Et ils le savent. Sur quelle base? Parce que le président lui-même du RDPC est dans l'illégalité. Sur quelle base? Permettez que je dise aussi des choses qui ne sont pas allez-y, terminez sur ce point-là. On n'a pas... Avant, vous dites que c'est un parti démocratique. On ne peut pas rechercher seulement la petite bête. Quand le principe, c'est le congrès, et que plusieurs années, c'est 2011 le dernier. 14 ans. Oui. 14 ans, c'est-à-dire bientôt 5 ans x 3. L'année prochaine, ça fera 5 ans x 3. Qu'à chaque fois, c'est l'exception qui soit retenue. Il y a un problème qui se pose. Vous avez parlé des membres... la désignation, c'est l'exception? Non, je dis le... Est-ce que la désignation des membres, là, c'est l'exception? Non, je n'ai pas parlé là de la désignation. Vous avez parlé de la tenue du congrès. Le président, le RDPC est tenu d'avoir un congrès tous les 5 ans. Ça, c'est le principe. Oui. Ce principe est violé depuis 14 ans. Qui viole le principe? Le président du RDPC. Vous voulez que je le viole? Est-ce que ces textes disent en 2016, oui. Le président a été habilité. Le président quoi? Oui, président national. Le président national. C'est votre président? Non, c'est le président national. Du RDPC. Pourquoi vous faites des polémiques inutiles? Pourquoi vous faites des polémiques inutiles? Non, il faut qu'on essaye de comprendre. Quand je veux qu'il est en droit et que ce n'est pas des actes. Je veux d'abord que chacun désigne sa qualité. Quand Bernard Ouna dit le président, je comprends qu'il parle de son président. Oui. Quand Saint-Éloi dit président, il parle de son ancien président.
Vous ne dites pas le président national. Moi, je lis les textes. De qui? Ça me suffit. De qui? Monsieur Yemek. Voilà les textes. S'il vous plaît, la question est sur la légalité ou l'illégalité. Une information. Donc, permettez au professeur C'est quel juridisme? Non, ne faites pas. Le juridisme est une base de Vous question sur 2016. Sur 2016. Oui, voilà. Je voulais confirmer que le 3 novembre 2016, une réunion du bureau politique s'est tenue au Palais de l'Unité, à laquelle ont pris part l'ensemble des membres du bureau politique vivants à l'époque. Ils sont le 3 novembre 2016. Ils avaient atteint le quorum. Oui. Le quorum était à Palais de l'Unité. Même si aujourd'hui, ils sont 11 septembre. Il avait été justifié. Je dis que le Palais Congrès, le 3 novembre, le Palais de l'Unité, c'est l'heure de allons-y sur le fond, qui est fondamental. C'est ça qui est important pour édifier nos téléspectateurs. Je dis donc que le 3 novembre 2016, le président national a convoqué une réunion du bureau politique au Palais de l'Unité. Et c'est au sortir de cette réunion qu'il a été décidé par les membres du bureau politique, ils ont décidé que à partir du 3 novembre 2016 jusqu'à il n'y a pas eu de limitation à ce sujet. Le président national est habilité à prendre des décisions qui engagent la vie, le fonctionnement et la gestion du parti. Je ne supposais pas que je n'étais pas au courant de cette information. Dites que le président du RDPC a convoqué au Palais de l'Unité, les membres vivants. Bien sûr, celui qui convoque. Pour leur dire d'écrire que désormais... C'est ça la démocratie. D'accord. Oui, c'est la démocratie. Le bureau national... Je comprends votre façon de Je vais rapidement lire un message qui va dans le même sens. Bonjour. Il est dommage que ceux qui viennent critiquer le RDPC ne connaissent pas grand-chose de leur fonctionnement et disent des comptes vérités. Le bureau politique du RDPC s'est réuni le 3 novembre. C'était 2016. Et a pris 4 résolutions. L'une portant prorogation des délais de convocation du Congrès, la deuxième portant prorogation du mandat du président national jusqu'au prochain Congrès, c'est-à-dire que lorsqu'il va se tenir, la troisième portant prorogation des mandats des membres titulaires suppléants du comité central et la quatrième portant prorogation des membres du bureau national OFRDPC ou RDPC jusqu'au prochain Congrès. Et donc, ce 2016-là a établi un boulevard. C'est un boulevard. 2016 a établi un empereur à la limite, le président national, un empereur et à la limite, un dictateur. Laissez-moi parler. Laissez-moi parler. Les interprétations arbitraires. Article 18. C'est ça. Le Congrès définit l'orientation politique, économique, sociale et culturelle ainsi que le cadre général de l'action du parti. Alinéa 2. Il se tient tous les 5 ans. Toutefois, en cas de nécessité, cette période peut être abrégée ou prorogée par le bureau politique. C'est dans les textes. C'est ça, justement. Nous allons arriver. J'avais la parole. Oui, allez-y, j'avais la parole. Monsieur le maire, allez-y. Au moment où on réunit le bureau politique, c'est que la période du Congrès était déjà dépassée. Donc tous les mandats étaient échus. On réunit donc le bureau politique, comme il le dit si bien. Tout le monde, même lui-même était dans l'illégalité. On nous dit donc, après la période du Congrès, on constate donc l'illégalité et on dit le président de la République peut, président national, peut en toutes circonstances faire ceci. Est-ce que c'est pour tout le temps? Quand il sera candidat en 2035, monsieur Onangini, 2035? Oui, bien sûr. 2032. Puisque là où on est parti, là, c'est pour que toute la vie. Donc, en 2032, quand il sera candidat, on va toujours vous opposer la réunion du 3 novembre 2016. L'essentiel, si on retient l'essentiel, ces textes-là, qu'on le veuille ou pas, vont être appliqués par le parti. Tout à fait. Qui peut empêcher d'ailleurs il y a de nouvelles personnes qui ont été désignées. Il y a un peu des dessus. Vous voyez pourquoi on a écrit cela, même si on n'est pas dans le sentiment du nom qu'on a choisi. Paul Biya Metil Ngongol, le secrétaire général du comité central du RDPC, hors jeu. Son nom n'apparaît pas. Vous verrez que plus loin,
on parlera de l'entourage du président national. Le SGPR n'a pas été nommé, ses deux adjoints pas du tout, le directeur du cabinet civil ne l'a pas été, l'adjoint ne l'a pas été, on va même plus loin, même Franck Bia n'a pas été nommé pour parler de l'entourage du président qui seraient tous en jeu, comme le SGPR. Oui, professeur. Voilà donc ce qui met en question les spéculations sur l'idée qu'il y a un parti État. Et qu'en réalité, quand vous regardez l'architecture du système gouvernant, cette architecture a plusieurs pôles. Si on était donc dans un parti État, comment expliquez-vous donc que des responsables qui par ailleurs ont un rôle important dans la dynamique gouvernante ne soient pas présents dans le parti? C'est bien Ils ont souvent été là. Les autres SGPR ont été là. Monsieur Niamé, pourquoi vous êtes aussi nerveux? Soyons un peu factuels. Pourquoi vous êtes aussi nerveux? Oui. Donc, c'est bien la preuve qu'il n'y a pas de parti État. C'est pas ça le débat. Donc quand il est-ce que vous comprenez pourquoi cette politique d'obstruction permanente? Laissez-moi m'expliquer. Son opinion compte comme la vôtre. Permettez qu'il achève. Ça, c'est de la censure, monsieur. C'est donc la preuve qu'il n'y a pas de parti État. Que si vous prenez donc l'architecture du système gouvernant, elle a plusieurs pôles. Maintenant, le président de la République, qui est aussi président national, peut donc jouer en fonction de sa stratégie sur tel ou tel pôle. Les mêmes personnes qui n'ont pas été nommées cette fois-ci dans le cadre de ces instances dirigeantes peuvent apparaître, par exemple, dans sa campagne politique en jouant un rôle essentiel. Et vous allez voir plus tard que ceux qui se réjouissent de ce que ces personnes-là n'aient pas été nommées vont se plaindre du rôle que ces personnes auront dans la campagne. Voilà. Là, vous faites de la futurologie. Ce n'est pas de la futurologie. Parce que ce que je dis, est déjà à l'œuvre. Si vous avez le sens de l'observation, comme me disait M. Bernard Ouna, la pré-campagne, pour la nommer de manière précise, a déjà commencé. Justement, dans le cas de cette campagne, on a vu aux avant-postes le SGPR. Voilà. Beaucoup s'attendaient à ce que la pré-campagne a déjà commencé. Oui. Et dans cette pré-campagne, vous avez vu cette personnalité déjà en action. Et qui n'a pas été choisi parmi les membres, ne serait-ce que du comité central. Non, cela révèle, que je suis d'accord sur ces deux points-là avec le professeur, et cela révèle une forme de machiavélisme de l'homme qui nomme. Il aime bien... Il faut toujours diaboliser. Non, je ne le diabolise pas, je le décris. Il aime... Vous l'appréciez pas. C'est une description diabolisatrice. Non, c'est pas de la... Oui, il a ce machiavélisme-là. Il aime créer des frustrations. Vous voyez? Vous pensez que c'est une frustration? Non. Bien sûr. Voilà, la frustration vient de ceci. Non, pas du fait que le SGPR n'ait pas été nommé. Le fait qu'il ait mis le SGPR de côté sans le nommer, qu'il laisse ceux qui sont nommés se réjouir pour très peu de temps, afin de nommer donc le SGPR au-dessus de tout le monde, sans qu'il soit membre du comité central. Et c'est ce qui va se passer. Comme ça, ceux-là seront bien frustrés et lui viendra les voir pour leur dire qu'il y a quelque temps, vous vous réjouissiez de n'avoir pas vu mon nom. Et c'est lisible. Il n'a pas mis Franck Bia, alors que Franck Bia... Est-ce qu'en revanche, on ne peut pas penser qu'il répond aux frustrations? Le fait de voir ce que c'est dans le SGPR a peut-être frustré les autres. Il a dit que mon homme va rester à son poste. Il a dit à son homme demain, je te garde pour une tâche plus importante. Parce qu'il faut dire, pour Bia, c'est la fin du RDPC. Il veut leur laisser leur affaire là. C'est pour ça qu'il a voulu d'abord contrôler certaines parties de l'affaire. Il va leur laisser le RDPC. Tout ce qui le préoccupe actuellement, c'est de devenir président. Et il a déjà son équipe de campagne. C'est le SGPR, c'est le DCC, c'est son fils qui vont l'accompagner. Frustrant donc le reste. Parce que tous ces gars-là... Tous ceux qui vont l'accompagner n'ont pas d'attribut dans le parti. C'est donc cela la frustration. C'est-à-dire que Jean-Jacques Zeu, vous êtes ici, vous avez un statut. Et on vous désigne quelqu'un comme PDG ad hoc, qui est à Equinox. C'est ce que Bia aime faire. Donc il va les traumatiser avec la nomination. Et d'ailleurs, il le fait déjà. Vous comprenez? Et là où je ne suis pas d'accord avec le professeur, il a fait une analyse. Il a dit
que c'est la preuve qu'il y a la démocratie, le fait que les proches collaborateurs... Qu'on n'est pas dans un parti État. Qu'on n'est pas dans un parti État. On n'est pas dans un parti C'est bien. Maintenant, comme il est prof de logique en même temps, dès qu'on inverse, ça veut dire qu'au moment où ces proches collaborateurs, pas ceux d'aujourd'hui, étaient dans les organes dirigeants du RDPC, on était donc dans un parti... Pas du tout, parce que comme je vous l'ai dit... Oh non, comme je vous l'ai dit... Non, vous écoutez, comme je vous l'ai dit, le parti État vous ne pouvez pas tirer une conclusion à partir de... Non, mais là, vous n'avez pas parlé de... Vous avez jeté... Il a dit lorsqu'il définissait le parti État... Je ne parle pas de la première intervention. Je dis le roi fondamental a dit que la preuve que le RDPC n'est pas un parti État. Ça, c'est dans sa démonstration. C'est que les proches collaborateurs ne sont... Les acteurs importants de la machine État. Alors, on prend la même logique, on garde les mêmes prémices et on tire la même conclusion. On dit donc que toutes les fois où ces proches collaborateurs ont été dans l'appareil du RDPC, il y avait donc matière à penser que le RDPC était un parti État. Bon, allez. Monsieur Niamek, il ne faut pas entretenir les illusions. Vous savez bien que quand j'ai parlé, j'ai fait des implications. Ça veut dire qu'il y a des choses que je n'ai pas eu à dire parce que je voulais gagner du temps. Bon. C'est ce que je dois préciser. D'accord. Alors, les anciens SGPR, beaucoup avaient de hautes responsabilités au sein du parti. On a l'impression qu'il y a un changement radical maintenant. Tout l'entourage du président n'apparaît pas. Vous êtes dans la lecture de Pierre Bléreux ou celle du professeur? Non. Vous avez votre opinion? Le professeur... Il dérange. Non, il fait dans la mauvaise foi. Il fait dans la mauvaise foi. Sur quel point? Moi, je voudrais demander aux professeurs, eux qui font de la sémiotique, de réinterpréter cette action. C'est-à-dire que où le président nomme des gens qui sont censés ne pas être là, mais qui se retrouvent là. Et d'autres qui sont censés être là, qui ne se retrouvent pas. La méthode. Je voudrais vous écrire un livre justement, je voudrais donc vous dire que en 2018, c'est le ministre Mvondayolo qui était le directeur de campagne du président, n'ayant aucune responsabilité dans le parti. Qu'est-ce que ça signifie? Vous savez, c'est ça qui doit vous interroger. Non, vous n'allez pas me dire. Parce que moi, je vais vous dire. J'ai voulu que vous fassiez de la sémiotique là. Qu'est-ce que cela peut vouloir dire? Cela peut vouloir dire que le président a commencé à régler des comptes. Ce n'est pas ça. À écarter. Non, vous aurez votre point de vue. De toutes les façons, insister sur ce point-là. Le président est en train de régler des comptes et de disqualifier ceux qui pourraient le gêner n'importe comment. Il aurait disqualifié qui dans cette configuration? Il aurait déjà disqualifié le ministre Ngongo. Pour la simple raison que le Congrès, dans un parti, est l'instance suprême qui permet le renouvellement de l'élite politique. Et au Congrès, le président national est élu toutes les 5 années. Imaginez donc que le président ait jaugé la mentalité de tout son entourage. Moi, je veux vous dire... Vous pensez que Ngongo était déjà le fauteuil du président national? Est-ce que ça ne se dit pas? Ça ne se voit pas? Non, vous voulez un dessin? Non. Comment Ngongo peut faire pour guetter ce siège? Moi, je me pose comment il peut faire. De toutes les façons, personne n'est dans le secret des dernières sorties de Ngongo. Mais comment est-ce Monsieur Ngongo est sorti, il est allé à Douala avec une effigie du président sur la tête. On l'a vu aux avant-postes. Vous savez, le 24 mars dans la Haute-Sanaga. Aux avant-postes. Vous savez pourquoi? Donc, le président est en train de procéder par élimination pour ceux qui pourraient gêner. Il élimine donc tout son entourage. Donc, il y a le fait que Franck Biya, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il n'est pas là. L'appartenance au comité central vous donne un double statut. Celui de membre du Congrès et celui d'électeur éligible. Éligible, oui. Et donc, imaginez si donc, le Congrès se tient demain. Si le Congrès se tient demain, et qu'on veut faire les choses comme elles doivent se faire dans les règles, y a-t-il un candidat dans la salle?
imaginez que M. Ngongo lève la main pour dire qu'il est candidat. Vous savez qu'on a déjà eu... D'accord. Non, Zengele n'a jamais dit qu'il était candidat. On ne dépose même pas le candidat. Le président national est en train de régler quelques comptes, d'éliminer ceux qui auraient les yeux un peu trop ouverts. Voilà. D'épurer même. Ce n'est pas ça du tout. Non, vous ne pouvez pas le dire. Je poursuis ce que je suis en train de vous dire. La stratégie politique du président Paul Biya tient compte de la configuration du système politique camerounais qui est une configuration pluraliste. Donc, dans ce jeu, le président Paul Biya va s'appuyer dans une certaine mesure sur son parti, le RDPC, mais il reste disponible pour être soutenu par des alliés et il joue aussi sur la prime du sortant, c'est-à-dire sur le fait qu'il occupe déjà le siège de président. Donc c'est une stratégie politique qui permet donc de faire ce déploiement. Ça n'a rien à voir avec ce que M. Bidoum dit. Oui, Bernard. Oui, je crois que... Qui vivra verra. Il faut rappeler... D'ailleurs, il n'a même pas dit, si vous permettez, il n'a même pas dit qu'il n'y ait pas de congrès. La suite, vous le... Qui vivra verra, comme voilà. tout à l'heure. Allez-y. Il faut déjà dire que le président a pris soin de nommer de nouvelles personnes parce que si vous voyez comment il a fait, dans les délégations régionales, il y avait dans la Damawa, le président qui était mort, le milliardaire de Ngaoundéré. Il y a 40 membres du gouvernement qui sont morts depuis. Il n'y a pas eu de renouvellement. À l'ouest, le président c'était Mbomondjoya qui est mort. Et puis 2023. Dans le centre, il y a Ndongo Somba, Bernard également qui s'en est allé. Donc le président a trouvé nécessaire. Il y a l'Est également. Depuis 2018. Il fallait donc d'abord changer ces personnes. Vous allez comprendre pourquoi. On va arriver à cette étape-là. Oui. Est-ce qu'on est toujours en train de répondre à la première question? Je réponds à la question. Celle de président Ngongo qui serait mis hors jeu. Le président national sait quelles sont les personnes qui lui sont utiles pour faire la politique politicienne. Le président national sait quelles sont les personnes qui sont utiles pour faire l'autre politique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le président, quand le président voit M. Ngongo, il le voit autrement que la politique politicienne. Si on entre un peu dans les yeux du président, il le voit comment? Il le voit comme quelqu'un qui va l'accompagner à faire autre chose. La politique de bureau. De bureau. Sauf qu'on le voit. Ah bon, quand le président nomme Mwanda Yolo comme directeur de campagne, c'est parce que le président sait que Mwanda Yolo a une caisse noire qu'il peut toucher. Il y a l'argent sur ça. Pour régler certains problèmes. C'est ça le directeur de campagne. Vous écoutez ça. Laissez-moi expliquer ça simplement. Permettez qu'il explique. Moi j'explique ça simplement. Notez les points maintenant, d'insatisfaction. Le président Biya, c'est un homme... je ne sais pas comment on peut le qualifier. Le président, c'est un maître politique. C'est-à-dire qu'il vous surprend toujours. Vous avez vu qu'il y a des ministres qui ont été très en mouvement politiquement ces derniers temps, notamment le ministre de la Santé, Manaouda Malachi, qui ne figure pas. En fait, si moi on m'avait demandé de mettre les noms, je n'allais pas oublier Manaouda Malachi, tellement je l'ai vu en action dans l'extrême nord ces derniers mois. Donc, c'est nous qui apprécions ici. Le landerneau politique, c'est autre chose. Le président, lui, il est chez lui. Il a sa stratégie, il a ses raisons. Il a ses raisons que nous ne maîtrisons pas souvent ici. Je suis en train de vouloir préciser que le président a envoyé M. Fernand Ngongo sur le terrain ces dernières semaines. C'était de la politique. C'est le président qui l'envoie. Va dans la boucle de la Léquier, va dans le Septentrion, va à Douala. C'est le président qui lui dit, mais ça c'est de la politique pour le président. Le président envoie un administratif, un haut commis de l'État qui est à ses côtés. Maintenant, le président nomme des gens qu'il sait que politiquement, ils vont mouiller le maillot pour que lui soit élu. Facile. Parce qu'en fait, comme vous avez vu en 2018, le président a fait la campagne une seule fois, il allait seulement en 7 minutes. 7 minutes, il est rentré, c'est toi qui as compté 7 minutes. Donc il est rentré. Suffisant pour avoir son 11%. Bon, il a compris qu'il n'y avait pas match. Il a gagné. Il y aurait même match comment? 71%. Donc, pour répondre concrètement à cette question, quelqu'un l'a dit ici. Le président, beaucoup de gens se seraient attendus que le président nomme Flambia comme membre du comité central. Ils seraient attendus qu'il voit Mwanda Yolo ou Fernand Ngongo. Non, le président, lui, ne regarde pas comme ça. Le président a une autre lecture par rapport à ce que lui pense faire pour l'élection d'octobre 2025. Et je pense, à mon humble avis, qu'il a pris des gens qu'il maîtrise, qui sont politiquement des gens de terrain, qui vont l'aider à faire sa politique au niveau des départements,
au niveau des régions. Mais pour la suite, vous allez voir, comme le professeur Onala dit tout à l'heure, vous allez voir que les personnes qui sont absentes de ces nominations seront certainement celles qui pourront jouer les premiers rôles. Vous rêvez, monsieur. Laisse-moi donc finir, même dans mes rêves. Alors, qui pourront jouer les premiers rôles lors de l'organisation de la campagne du président en 2025. D'accord, si on prend cette liste du comité central, on observera qu'il y a beaucoup de ministres qui ont été nommés dans cette affaire. Et l'une des interprétations que certains font, notamment les internautes, c'est de dire que le président national semble avoir choisi la voie des porteurs, comme on le dit au quartier, ceux qui ont les moyens. Tous les ministres sont là. C'est des nominations qui visent la campagne électorale. Lorsqu'on choisit, les missions des moyens, lesquels? Vous voulez dire le contraire? Dites-moi quel ministre. Oui, mais le président leur dit simplement que mon argent que vous avez pris, vous allez l'utiliser pour... C'est le président qui dit ça. Oui, vous allez l'utiliser. Ils n'ont pas leurs moyens qu'ils se sont fait. Pas des idées pareilles. Non, ils ne se sont pas fait leurs moyens par eux-mêmes. C'est comme ça. Vous devez... Le principe au RDPC, c'est qu'on ne vous demande pas de cotiser pour le parti. Mais le moment venu, quand il y a des... On vous désigne. On vous désigne, vous comprenez. Vous voyez, il y a beaucoup de DG aussi, des structures importantes. Vous comprenez, on n'a même pas besoin de vous le dire. Et votre rôle, c'est de mouiller le maillot suffisamment pour que dans votre circonscription, le président soit élu. Bon, d'ailleurs, même si vous ne mouillez pas le maillot, lui sera élu, mais il aura observé que vous n'avez pas mouillé le maillot. Moi, je crois que le président nous dérange pour rien. Il organise ces choses-là, sachant que lui, il a déjà tout organisé pour être élu. Vous voyez, il sera élu. Mais il faut qu'on ait l'impression qu'il s'activait, que le RDPC s'activait, qu'il y avait le comité, ceci. Alors qu'il sait que c'est de la poudre aux yeux. Il a laissé Franck Biya, qu'il pourra nommer probablement vice-président. Ah bon, ce n'est pas encore prévu. J'ai bien dit probablement. Il va, oui, c'est lui qui... C'est pas encore prévu. Oui, il va faire que ce soit prévu. Et il a tout fait. Il a reconduit Niat. Personne n'a parlé. Il a reconduit Kavaï. Personne n'a parlé. Maintenant, il a nommé les autres. On avait parlé pour dire quoi? En fait, voilà sa technique. Il dit que bon, quand je vais commencer à nommer mes gens maintenant, c'est-à-dire Ngongo, Franck, je ne veux pas entendre les pleurs. Quand je vous reconduisais, il n'y a pas eu les pleurs. Donc quand il va décider aussi que mettez Kavaï, arrange-toi là-bas. Et Niat, arrangez-vous pour qui est poste de vice-président. Vous ne parlez pas, je nomme mon fils. Et ainsi de suite. Donc on est dans l'absence de Franck Biya. Non, c'est purement stratégique. Qui travaille là-bas, Bobeka. Les gens que vous croyez ne pas voir là, c'est les mêmes qui travaillent avec lui là-bas en Bobeka. Vous comprenez? Donc, c'est les mêmes qui travaillent avec lui. Ils se sont exclus. Je connais cette situation où on vous propose un poste visible, vous dites non. Moi, je préfère rester dans l'ombre alors que je suis l'homme fort du système. On connaît mais ce schéma-là, où est la place du parti en tant que non, il n'y a pas de parti. En tant que mouvement? Le président Paul Biya est le seul membre du RDPC actuel. Tous les autres n'existent plus. Il est le seul. Il fait et il défait. Où est la place du parti? Non, parce que tout ce qu'on est en train de dire, quand on écoute les uns les autres, c'est que le parti pour le parti est parti. Non, le parti est parti. Le parti un peu de sérénité. Le parti a bel et bien une place. La place du parti se voit déjà dans ce qui s'est fait. Il s'agit d'un redéploiement. Un redéploiement qui montre comment le président, en tant que président national du RDPC, positionne son parti dans la perspective de l'élection présidentielle. Et rien ne dit que c'est un positionnement suffisant, même au sein du parti. Rien ne dit qu'il n'y aura pas de congrès simplement parce qu'on a mis des délégués permanents et qu'on a nommé de nouveaux membres, on a désigné de nouveaux membres au sein du comité central. Maintenant, comme je vous ai dit, le président Paul Biya a engagé une stratégie en tenant compte de la configuration du système politique. Et dans cette configuration, le RDPC n'est pas un parti unique. Le RDPC, même en étant parti dominant, gouverne avec une coalition. Et à l'occasion d'une élection aussi sensible que l'élection présidentielle, il aura besoin de ses alliés. Donc le positionnement
du président dans cette logique ne peut pas simplement dépendre du RDPC. On va lire rapidement quelques messages. Ils sont très nombreux, ces messages-là. Bonjour le panel. Bonjour à M. Bernard Ouona et Saint-Éloi Bidung. M. Ngongo Ferdinand ira au bureau politique. Tous ceux qui n'ont pas été désignés par le président national du RDPC iront au bureau politique, comme Alamine Ousmane May, Ngongo et autres, Franchon Ndongo. On peut partir directement pour le bureau politique sans passer par le comité central. C'est possible. Le monsieur en veste bleue dit du n'importe quoi ici. Il est où là? C'est un peu compliqué ici. À Molundu, là c'est à l'est, hein, avec notre président de la section Bumba Ngoko Sud, nous faisons des cotisations pour le RDPC. À Cameyon, Michael, député jeune de Molundu, il dit qu'eux cotisent là-bas. Il ne faut pas dire que les caisses du RDPC sont vides. Saint-Bruno, c'est ton ancien parti que tu ne connais pas. La preuve est que c'est le professeur Ouona qui vous donne les textes du parti. C'est son nouveau parti. Est-ce que ça c'est l'ancien de... Ancien nouveau. Serait-il fou d'imaginer que M. Ngongo devienne le futur président du RDPC, donc futur candidat à la présidence? C'est une question, normalement, Saint-Éloi Bidung qui voyait l'inquiétude du président national. Bonjour à tous les panélistes. Nous prions M. Niemek à écouter d'abord les autres intervenants et répondre après, quand la parole lui sera donnée. M. Essiane depuis Yaoundé, ce n'est pas une question. Monsieur Zé, pourquoi est-ce que vous n'avez pas invité professeur Baïbek? J'apprécie votre style d'orientation, merci. Pauline Angèle depuis Yaoundé. Voilà, je suis sûr qu'en écoutant, en suivant l'émission, tu as la réponse, hein, Pauline. Bonjour, ici le président démissionnaire du RDPC. On n'en sait rien. Voilà, bonjour Jean-Jacques Zé. Bonjour, quand je suis le professeur Ouona, je me mets à rire et dans tous ses cris, il veut que le président qui a 92 ans se présente encore au Nana Ebodé. Ça a à voir avec le débat ici. Dit que vos interventions là, c'est que vous voulez que le président soit candidat. Ça a à voir avec le débat. Alors, il y a des questions encore sur la redevance audiovisuelle. On a déjà abordé la question. Oh là là, il ne faut pas appeler, c'est ça. Ça ne nous permet pas de lire les messages dans de bonnes conditions. Allez, de la France, c'est beaucoup trop long, tout ça. On va prendre l'essentiel. Oh là là, c'est un livre. Bonjour à vous, les ayopistes du micro. Je ne sais pas, mais M. Bernard Ouona a changé depuis lundi. Hein. On dirait qu'il a reçu quelques coups de fil. C'est Modogo Mfumu Gianfranco Ferré, le plus 337, c'est du côté de la France. Monsieur Ouona, vous avez changé? Non. Vous avez reçu un coup de fil? C'est le même contexte. C'est un problème de contexte. Lundi, nous parlions de l'anniversaire du RDPC et de ce que le RDPC aurait dû réaliser dans ses 40 ans d'âge. Aujourd'hui, on parle des décisions du président national. Là, je prends la place d'un militant objectif qui interprète les décisions du président national. Lundi, j'avais le regard critique pour reconnaître que le RDPC n'a pas beaucoup aidé les Camerounais dans ces 40 ans d'existence parce qu'il y avait un problème d'ordure ménagère. On parlait d'ordure ménagère par rapport à ce que le RDPC aurait dû faire en 40 ans. Aujourd'hui, c'est un autre contexte. On parle des décisions prises par le président national. Monsieur Ouona dit librement à Mondovision qu'une réunion du bureau politique du RDPC s'est tenue au palais de l'Unité en 2016, mais palais de tous les Camerounais. Et le recteur s'efforce toujours à démontrer que parce que ce n'est pas inscrit dans la loi fondamentale, il ne s'agit nullement d'un parti-État. Monsieur Momo, une fois nommé ministre, avait dit chez l'un de vos confrères qu'il s'était longtemps trompé sur le système gouvernant. Est-ce la même chose pour le recteur qui s'était trompé avant? C'est ça? Il dit rite. Donc, dites à votre téléspectateur qu'il ne faut pas être prétentieux. Il n'a aucune connaissance de ce que c'est que la science politique. D'accord. Opinion 237. Monsieur Zé, il est très difficile d'encourager la malhonnêteté intellectuelle dont font preuve les deux communicants du RDPC sur le plateau. Non, moi je ne suis pas communicant. Monsieur Ouona n'est pas communicant. Le professeur Mathias Eric Ouona il dit non plus. Lui n'est même pas militant du RDPC. Ah bon? Ah ben tu veux le renier? Non, lui n'est pas encore militant. Recrutez-le. Parce que vous ne le recrutez pas. Il y a pas le moment. Le Congrès aurait permis qu'on la double, non? Voilà. Qui vous a dit qu'il n'y aura pas le Congrès?
Est-ce qu'on vous a dit ça? Ils auraient partagé les sous-entendus de l'article 56, alinéa 5 de leur parti, qui aurait conclu que la dernière intercession n'ayant jamais accueilli de réunion du bureau, Ngongo n'est officiellement pas hors jeu, vu que dans un parti sérieux, ces nominations sont caduques. Pour le reste de la réflexion, je souscris à la même observation faite par M. Niemek, c'est Bertrand depuis Marois qui envoie ce message. Bonjour Jean-Jacques Zé, cette loi Bidon est sur 2 plateaux au même moment. C'est vrai que je reçois les messages, il paraît que vous êtes également sur Equinox en ce moment précis. Je ne sais pas comment vous faites là, le don d'ubiquité. Vous développez... C'est un sorcier connu. Quelqu'un qui a défié bien. Vous développez quoi comme ça? On l'a chassé. Comment vous sollicitez que le président se porte candidat aux élections malgré son âge? Il faut la transition pour faire le changement. Les porteurs de projets de transition, on a reçu un vendredi soir qui savent de quoi il s'agit lorsqu'ils parlent de transition. Alors, on a vu Ngongo absent, mais lorsqu'on lit également ces nominations-là, les femmes et les jeunes se demandent finalement s'ils ont leur place dans ce parti politique. Jean-Jacques Zeu, vous faites comme si, pas vous Jean-Jacques Zeu personnellement, mais vous qui observez la scène, vous faites comme si le président du RDPC avait encore entre ses mains toutes les manettes. Non, il s'est retiré. Mais qui les a? Bon, est-ce que comment on appelle son village là? Vomeka, c'est un lieu de travail pour le chef de l'État. Est-ce qu'il ne travaille pas parce qu'il a Non, c'est pas ça la question. Est-ce que c'est là-bas que... Vous avez fait l'appel un jour à la présidence, vous n'avez pas trouvé le président? Parce qu'en même temps, c'est des choses qu'il faut dénoncer. Comment le chef de l'État abandonne... Non, monsieur, comment s'abandonner? Ça, quel impact sur le travail partout où il se trouve. Même à l'étranger. Non, arrêtez vos choses du RDPC là. On lui a donné un lieu de travail. Oui. Le lieu de travail là s'appelle... Le lieu où vous asseyez pas au bureau 24 jours pas 24 heures sur 24, mais je ne peux pas aller, je suis ici comme consultant, je ne peux pas aller m'installer à Boumiébel. Mais c'est les paraffins vous tout là-bas. Non, il ne sait pas ça. Les paraffins ne doivent même pas quitter. Non, il ne faut pas encourager ça. Donc il va, parce qu'on est dans un système où personne ne lui dit que ce que tu fais là n'est pas bien. N'est pas bien. Mathias Onaki doivent lui dire que ce que tu fais là n'est pas bien, ne le lui disent pas. Bon, non, vous ne pouvez pas s'entendre. Le rapport c'est quoi? Non. Avec la question de l'absence des jeunes. Non, je vous dis qu'il ne tient plus les manettes. Il est allé s'enfermer en Vomeka. Qui tient les manettes? Maintenant, ça se passe comment là-bas? On se lève le matin. Même Malachi, là, c'est pas sûr que le président... Bon, donc, les gars, ils font leurs affaires là-bas, les anciens noms, je sais pas, de copinage, on produit les noms. Et vous pensez que ceux qui ont produit cette liste-là n'auraient pas pu se soustraire eux-mêmes pour qu'on ne voit pas tout le jeu, alors qu'ils savent ce qu'ils vont produire. Je ne maîtrise pas les tests du RDPC, mais je crois qu'il y a des possibilités. Tu en parles quand même. Non, vous venez de commencer à les maîtriser. Donc moi je trouve donc que... Ces tests sont moins bien rédigés que les tests du syndicat de BAM. Je trouve qu'il y a une... Ça c'est un militant de... Non, je trouve qu'il y a une... Non, on n'est même pas les tests. Vous savez que depuis plus de 20 ans on parle de révision de tests. Il y a une possibilité dans les textes du RDPC de devenir membre du bureau politique sans passer par un congrès, sans être membre du comité central de ce parti, mais c'est que c'est une incongruité qui n'a pas son sens. C'est-à-dire que le président Paul Biya pourrait aller ramasser n'importe qui pour faire des gens qui sont comme le bureau, parce que l'UPC parle du comité directeur. Le bureau politique, c'est des gens qui ont émergé à l'intérieur et qui ont atteint le sommet. Mais si le président peut aussi désigner ceux-là seuls, dans ces conditions, enlever le mot démocratie qui ne ressemble en rien à ce parti. Ça c'est du despotisme, tout simplement. Le journal qui a dit que c'était un empereur, il faut ajouter autre chose à côté d'empereur. Mais on ne peut pas faire peur à tout un parti comme ça. Chez vous, là-bas, il n'y a plus personne pour dire les Ingélés sont morts. Il n'y a plus personne. Nos Ingélés là. Non, je m'excuse pas. Non, je voulais désigner celui qui s'opposait quelquefois. Adama Moudi. Les Adama Moudi, autres sont morts. Morts politiquement. Aujourd'hui, il n'y a plus personne pour dire non à Paul Biya. Même dans le RDPC. Mais puisque les textes sont là. Non, mais est-ce que les textes font de lui un dieu? Le communiqué qui annonce ces nominations situe, encadre je dis, est-ce que le comité central, tel qu'il était constitué, ou le reste qu'il y a du bureau politique, n'aurait pas pu s'opposer à Paul Biya?
Si c'est utile pour le parti. Est-ce que sur quelle base? Mais sur la base, c'est le bureau politique. C'est sur la question de quoi? Du casting? Non, mais simplement de cette façon de nous. C'est ce bureau politique qui a donné. Mais c'est en 2016. C'est en 2016. Non, le mandat ouvert. Mais ça fait beaucoup. Ça n'a pas de limite. Ça n'a pas de limite. Non, ça ne peut pas être ça. Tous sont morts même. C'est malheureusement ça. Tous sont morts. Il en reste mort. C'est cette arrogance-là qui dérange. Ils sont tous morts. Ce n'est pas normal. Est-ce que cela répond à la question sur l'absence visible de ceux qui sont considérés comme jeunes? On ne prend pas jeunes dans le sens du ministère de la Jeunesse. Jeunes comme les Yoki Onana, les Malachi Manaouda, qui n'apparaissent pas. On va nommer Yoki Onana que tous les vieillards du DPC de Yaoundé ont fini d'utiliser les postes. Est-ce qu'on fait bien fait ça? Il n'y a pas le fils de Niat qui est maire et autres. On n'aurait pas pu enlever son père et le mettre. Bien, ne traite pas avec les jeunes. Lui veut servir. Ils sont dans un groupe. Ils font ensemble. Il va faire quoi avec les Yoki quand il y a les Timérouna? Solidarité générationnelle, c'est ça? C'est cela, bien sûr. Ils vont ensemble. Il fait quoi avec les Yoki? Alors, les jeunes, ils n'apparaissent pas lorsqu'on parcourt la désignation de ces membres-là. On ne voit pas beaucoup de jeunes, on ne voit pas beaucoup de femmes. Aucune femme n'est chef de délégation régionale. Aucune femme n'est à la tête d'une délégation départementale. Vous savez, la politique du président Biya consiste à dire ce qu'il ne fera pas et à faire ce qu'il n'a pas dit. On se souvient qu'il y a eu... il faut reprendre doucement. Il faut que le président lui-même écoute. Non, qu'il écoute. Qu'il fera ce qu'il dira, ce qu'il ne fera pas ou ne fera pas ce qu'il dira. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. C'est compliqué. Hein? Et ça se voit par le passé. Si vous prenez une ville comme Yaoundé, il y avait 7 maires. Il y avait 2 femmes. Depuis 2015, 2020, depuis 2020, des mouvements d'idéologie et de basse culture ont pris le contrôle du pouvoir. On se retrouve avec cette mère. Ça n'a dérangé personne. Ça n'a dérangé personne. On a nommé un monsieur de plus de 50 ans, ministre de la Jeunesse. Hein? Ça n'a dérangé personne. Aujourd'hui, il a 60 quelque chose d'années. Il est toujours ministre de la Jeunesse. Donc, ça n'a jamais été une préoccupation pour lui. Des choses vont au-delà de ce qu'il dit. Moi, je dis que au professeur Onangini de ne pas dérouter le débat. Ce débat d'aujourd'hui consistait à lire un peu, à interpréter les actes du chef du président national. Et moi, je vous dis qu'il s'agit, je voudrais vous rappeler un détail, et vous devez même interpréter ça, parce que vous êtes diplômé de ces formations-là. Est-ce que vous savez que le président Biya appelle son épouse Madame la Présidente depuis le premier jour? Président de quoi? La République ou président de Madame la Présidente. Est-ce que vous savez que le 20 mai dernier, au Palais de l'Unité, il y avait deux groupes de sécurité autour du président et autour de la présidente. Et chacun avait son parcours. C'est vous qui avez dit la présidente. C'est vous qui avez dit la présidente. Ça peut s'interpréter. Non, mais est-ce que la famille présidentielle, notamment, attendez. Non, je vous dis, pour le bain de foule, pour le bain de foule, ça s'est passé comme ça. Et on a vu des généraux, on a vu des ministres se bousculer pour venir saluer la première dame. C'est eux, non? Est-ce que c'est quelqu'un qui Non, c'est pour vous dire que c'est des choses qui Qu'est-ce que vous voulez dire, interprétations. Est-ce que vous savez que Saint-Éloi est l'auteur de l'article Succession de Paul Biya, Chantal Biya, le choix du président? Oh là là! Là où vous voulez arriver. Oh là là! Mais c'est voilà dans là où vous voulez votre article les tient. Votre article les tient toujours, c'est ça? Attendez. Non, je sais qu'il y avait les poubelles dans la ville de Yaoundé. On a mis des produits là pour nous enfumer. Vous pensez qu'on peut nous proposer cette éventualité? Permettez que là jusqu'au bout. Elle est même déjà en cours. Tout ce que vous devez d'interpréter. Elle est très avancée. Il faut interpréter. Il faut faire la sémiotique. Que la première Est-ce que vous savez que le président de la République déjà revêtu de quelques pouvoirs? Je voudrais même dire que
le septennat de 2018-2025, elle nous a gouverné derrière les rideaux. Parce que pendant 7 ans, on n'a pas senti passer le président. Et quand on a vu le président, il s'est présenté comme un monsieur fatigué. Vous voulez pas faire on puisse vous savoir. Vous le savez. Et vous savez que dans les tests de base du parti qui sont en préparation, qu'on va remodifier, on va nommer des vice-présidents. Il y en a. Nous n'en sommes pas encore là. La question, vous avez interpellé le professeur, vous avez demandé qu'on lise. C'est pour ça que on lise cet acte. Et l'un des aspects qu'on a choisi, c'est les jeunes. Vous n'avez pas encore répondu à la question des jeunes. C'est pour ça que je dis que tout le monde fonctionne dans la perspective de l'après-Biya. Je ne suis même pas sûr que le président sera candidat. Mais le président aura réussi une épuration au sein du parti qui va disqualifier tous ceux qui pourraient prétendre et gêner son choix à la suite. Pourquoi les choix du président sont toujours considérés comme des épurations? Les gens vont en prison, on dit que c'est opération d'épuration, ils ne nomment pas certains. De toute façon, vous pouvez regarder, M. Ngongo est secrétaire général de la présidence depuis 13 ans, et aujourd'hui, sur 6 secrétaires généraux, 3 au moins sont en prison. 3 sont en prison. D'accord. Vous refusez de répondre de votre opinion sur l'absence des jeunes, c'est ce qu'on retient. Les jeunes ne l'intéressent pas. Les jeunes, c'est les non-ingénieurs qui l'intéressent, qui ont contribué à dilapider toute la fortune du pays, et le président se met dans une logique simple. Les jeunes, puisque personne ne peut lui garantir une retraite paisible, je tombe avec vous. C'est pour ça qu'on peut se permettre de transporter M. Niat pour amener au Sénat. Allez, qu'on peut faire Bernard, est-ce que vous n'êtes pas gêné en parcourant toutes ces listes-là de ne pas retrouver ce qu'on peut considérer comme jeunes, même si on ne parle pas de 15 à 35 ans, on dit jeunes quand même, dans la compréhension du fonctionnement du parti? Je veux d'abord dire quelque chose à la suite. Monsieur Nemega dit tantôt que c'est des gens qui faisaient les listes là en lieu et place du président. Je voudrais le rassurer en lui disant que le président a fait lui-même cette liste, a signé cette décision. Et je vais vous surprendre en vous disant que après avoir signé, il a pris lui-même, il a remis à main propre à son chef son directeur du protocole. Vous êtes informé, hein? Oui, je suis très introduit. Il est dans votre directeur de publication. Oui, il a donc remis ça à M. Bikele, qui était chargé d'aller remettre le pli fermé en question au secrétaire général du comité central, qui devait faire un communiqué, qui devait annoncer dans les décisions du président national. Le président national, ce n'est pas ce que vous croyez. Ce monsieur travaille, il a la même mise sur tout ce qui se passe dans ce pays. Il y a juste un problème. Il y a juste un problème. Pour répondre à la question de Jean-Jacques, il y a un problème. Moi, vous avez provoqué au passage. Moi, je voulais apporter une précision pour non, mais en ajoutant qu'il a la même mise sur tout ce qui se passe. Je sais que c'est l'aspect que vous avez retenu. La vérité, c'est que tout ce qui se passe, le président sait. S'il laisse faire, ça, c'est pas mon problème. Mais je te dis que il sait. Donc maintenant, un téléspectateur a dit là que est-ce que j'ai changé entre lundi et aujourd'hui? Vous avez répondu. Oui. Non, je voulais donc. Ça vous dérange? Non, répondu. J'ai répondu. Maintenant, je voudrais donc répondre en disant que moi, je suis de ceux qui critiquent cette façon de choisir les gens au sein du RDPC sans vouloir valoriser les jeunes et les femmes. Et quand je le critique comme ça, c'est parce que nous voulons qu'il y ait vraiment un maximum de jeunes. Il faut que les jeunes soient introduits dans les instances dirigeantes de notre parti pour qu'ils apprennent. Pour qu'ils apprennent. Là, je m'adresse au président national. Je m'adresse au président national. Vous voyez, parmi les membres qu'il a nommés là, je pense qu'il y a 3 femmes. Si je ne m'abuse. Il y a 6. Il y a 6. Bon, j'ai retenu 3 noms. Madame Libom-Lincoln, Madame Nalova, Madame Montpeya, et puis Madame Achidi. Voilà. Donc, honnêtement, je pense qu'on pouvait faire mieux. Il faut nommer les femmes. Dans les délégations régionales, c'est pas s'il y a une seule femme. Il n'y en a pas. Dans les délégations départementales, je ne sais pas combien de femmes il y en a sur 58, mais j'avoue qu'il n'y en a pas beaucoup. Je ne sais pas s'il y en a 2 ou 3 sur 58. Donc moi, personnellement, j'ai un problème avec cette façon de rester dans une certaine tranche d'âge. C'est comme si c'était un problème générationnel, mais il faut que le président national nomme davantage de femmes et davantage de jeunes
pour qu'ils apprennent, pour qu'ils commencent. Pourquoi ne pas être convaincu que ce n'est pas possible? Pourquoi les jeunes ne peuvent pas simplement sanctionner le président de la République? Non, il y a la discipline au sein du RDPC. C'est une secte. C'est quel genre de discipline? Que toi, tu ne nommes jamais les gens. C'est la discipline. Ceux qui ont essayé, nous devons interpeller. Moi, en tant que militant du RDPC, je le fais, je le dis régulièrement. Moi, je prie, j'exhorte le président national à ouvrir davantage la porte là où vous les avez enlevés à la jeunesse pour que celle-ci vraiment apprennent, que celle-ci vienne apprendre auprès des aînés pour que demain on n'ait pas de soucis de succession ou de remplacement. Il faut apprendre à gérer, il faut apprendre à militer. Les femmes, Madame Zichem à Bodio, Marthe Félicité, je crois qu'elle doit être maire à Bafia, Madame Nguene Pauline Irène, des affaires sociales, Madame Yassonde Achidi Judith, Madame Mba Acha Fomundam Rose, au contrôle supérieur de l'État. Carrément tout l'État qu'on a mis dans le RDPC. Et vous dites que ce n'est pas le parti État. Il y en a là. Il n'y a pas le nom dans la gauche. Ça, c'est le parti État. Non, ça ne peut pas se comprendre. On prend tout le gouvernement, on met dans le RDPC. Est-ce que vous comprenez ça? Vous encerclez les gens qu'on fout de non, ils n'étaient pas dans... Personne n'était dans le RDPC. Avant d'être dans le gouvernement. Ils n'étaient pas militaires. Non, ils n'ont jamais milité, les gens que vous citez là. Ils ont commencé il y a des cas comme Betty Assomo, qu'on a généralement très peu vu, peut-être même pas en échappe du parti, qui est entré au comité central, parmi ces noms-là. Mais on observe qu'il y a beaucoup de ministres, les Ngale Bibé, les Mbaïrobe et autres qui se retrouvent... mais c'est le gouvernement bis. Justement. C'est le gouvernement bis. Le comité central pourquoi le parti ne va pas aller chercher d'autres militants, non? Ce sont les militants. Non, il faut vous voyez comment ça se fait ailleurs. Libérer les ministres pour qu'ils puissent travailler sereinement et nommer il y a plein de militants qui travaillent pour le RDPC. Les Bernard, on a fait quoi là-bas? Nommer les gens qui vont s'occuper du RDPC. On va financer quoi avec quoi? Ah ben, voilà, on nomme donc pour les gens qui portent, qui ont quelque chose. Ça répond toujours à la question de Jean-Jacques parce que j'ai l'impression que le président préfère choisir des gens qui gèrent pour que le moment venu puisse souvent financer le parti, les actions du parti, parce que si on nomme ce mais là, ça cesse d'être un parti de masse, hein, c'est un parti élitiste finalement. Non, le RDPC est par essence, par essence un parti de masse. Comment par essence? Par essence, c'est un parti de masse. Les textes le précisent, mais je vous dis que pour qu'on fonctionne, on a besoin des porteurs, comme on parle au quartier. Et vous le savez. Les porteurs peuvent simplement... Et les porteurs là, c'est des gens qui sont souvent capricieux. Donc il faut leur donner des postes. Il faut que ces gens aient des postes. Voilà, parce que si tu nommes Bernard Ona, président de la commission départementale du Mfundi, hein? N'est-ce pas que les gens du Mfundi qui ont l'argent vont regarder Bernard Ona? Mais ils doivent financer quand même ton affaire là. Merci Bernard. Pour ça, est-ce qu'on n'est pas en train de partir d'un parti de masse à un parti d'élite? Non. Un peu de science politique. On en a besoin. Oui. Les études de sociologie des partis ont montré qu'à l'intérieur du parti comme organisation qui vise à conquérir ou à conserver le pouvoir, il y a ce que Roberto Michel s'appelle la loi des reins de l'oligarchie. Ça veut dire qu'un parti, quelle que soit son orientation idéologique, qu'il se proclame parti de masse, parti de cadre, parti de notable, fonctionne toujours avec un appareil. Et cet appareil-là est donc lié à des hiérarques. Ça veut dire que dans la réalité politique, le RDPC, pour avoir un impact en termes de mobilisation et d'organisation, est bien obligé de compter sur ce que nous appelons commodément des élites. Et le RDPC a toujours essayé de régler ce problème, c'est-à-dire de tenir compte d'une dynamique démocratique fondée sur les organes de base, mais d'intégrer également l'importance des élites. Et quand je dis les élites, ce sont les élites sociales, ce sont les élites politiques, ce sont les élites économiques. Il faut donc faire un compromis. Et c'est une nécessité d'autant plus forte que le RDPC est un parti de gouvernement, un parti d'État.
n'est pas un parti État. On va arriver. Voilà. Non, on ne va pas arriver. On va finir par arriver. Non, de toutes les façons, on va arriver. Ça veut dire quoi? Dès que vous allez enlever des Non, ce n'est pas la même chose. Je dis que non. Non. Et c'est là, parce que moi, est-ce qu'il y a même une élite dans le RDPC? Il n'y a pas une élite comprador fabriquée par des réseaux. Vous êtes... Il n'y a pas une élite dans le RDPC. Le RDPC. Laissez-moi parler. Non, il n'y a pas d'élite là-bas. On ne peut pas les appeler les élites. Vous êtes dans l'invectif et dans les imprécations. Non, dire même cela, vous êtes dans les... Oui, ce que je dis là. Vous êtes dans l'invectif et dans l'imprécation avec votre goût de l'insolence. C'est votre choix. Disons les choses comme elles sont, tout simplement. Le RDPC ne peut pas fonctionner sans l'apport des élites. De ces élites qui ne sont pas simplement des militants. Ce sont des cadres. Parce qu'un parti est fondé sur un encadrement. Et pour qu'un parti soit fort, cet encadrement doit avoir une certaine emprise et une certaine prise dans la société. Maintenant, vous parlez des jeunes. Je vous ai dit que rien ne vous dit qu'il n'y aura pas congrès. Peut-être l'enjeu, c'est de savoir si le congrès, c'est avant l'élection présidentielle ou après l'élection présidentielle. Rien ne vous dit que dans ce que le président national du RDPC prépare, les jeunes ne viendront pas dans une logique qui consiste à montrer que le parti est attentif en termes d'ouverture. Et on va donc les mettre dans les élus, pas dans ceux qui sont désignés. Vous comprenez? On comprendra peut-être que le président ne les connaît pas. Non, ce n'est pas... Qui va les élire? Donc le président peut savoir ce qu'on va élire. C'est que c'est lui qui les désigne. Il laisse les jeunes aller à la bataille électorale. Oui, vraiment, monsieur Nyemek. On va que vous professeur. Laissez-moi parler. Vous allez non, vos étudiants vous écoutent. Ce n'est pas un problème. Quand vous avez un premier ministre qui est membre du parti, vous avez un ministre qui est membre du parti. Tous les ministres sont membres du parti. Et vous dites que on n'est pas dans un parti État. Ce n'est pas un parti État. Vraiment, il faut être sérieux. D'accord. Il faut être sérieux. Discuter là-dessus. Sérieux, c'est en français facile au Cameroun. Il faut être sérieux, monsieur. Il faut être sérieux. Un parti État est un parti dont le monopole est inscrit dans une loi fondamentale. C'est la loi fondamentale qui articule le parti à l'État. Parce que c'est ça la science. C'est un parti d'État, c'est un parti de gouvernement, c'est-à-dire un parti qui est habitué à gouverner, mais sans que le principe de sa direction de l'État soit inscrit dans une loi fondamentale. D'accord. Ce n'est pas un problème de jeu d'écriture. Vraiment, il faut on va sortir l'orientation idéologique n'empêche pas l'intégrité du raisonnement. Permettez qu'on avance. On a questionné les jeunes, on a questionné les femmes, on a observé ce qui a été dit et fait. Même si on ne sait pas si on aura cette réponse à ce téléspectateur de Garoua. Très belle émission s'agissant de la nomination du Lamido de Garoua comme membre du comité central. Je veux savoir si dans le cas de cette nomination d'un commandant de grade, parce qu'il était chef de la sécurité militaire, chef d'escadron, il est Lamido à Garoua, est-il dans les normes au vu qu'un militaire est apolitique? J'attends une explication, Habib de Garoua. Est-ce qu'il est évident qu'à partir du moment où le Lamido est devenu Lamido, qu'il est au moins en position de détachement ou de mise à disposition, à disponibilité? Vous comprenez? Maintenant, sur le plan politique, il n'y a aucune règle qui empêche qu'une formation politique puisse intégrer des personnalités qui socialement sont des chefs traditionnels. Ça participe justement d'une logique où les partis essayent de... Une logique d'enrégimentation, de caporalisation. Si vous voulez. Oui. Tu vas ramasser le Lamido et tu le mets dans le comité, dans les affaires du RDP. Non, si Monsieur Niamé, la réalité parle. La réalité, elle est celle-ci. Laquelle? Le Rassemblement démocratique du peuple camerounais est un parti de gouvernement. Et c'est un ancien parti unique
et c'est un ancien parti unique qui n'a même pas un président perdu. parti unique. Il n'a n'a pas toujours perdu. parti unique. Non. Il n'a pas changé. Soyez un peu rigoureux, vous avez fait de la philosophie. Non, je suis très rigoureux. Permettez Non, que vous n'êtes pas rigoureux, Je le suis. vous avez fait de la philosophie. Allez-y, Il faut être professeur. rigoureux. Je le suis. Le On RDP, n'est c'est un pas parti un unique. Non, un Je parti le dis. unique ne peut pas exister. Je voudrais dans qu'on un système réponde. de Qu'on réponde Il n'y a pas de clairement. multiparti. Les Il y a quoi professeur, donc? les professeur. Les autres partis Je voudrais sont- qu'on réponde Il n'y en a pas clairement d'autres. Il n'y a pas d'autres à partis. l'interpellation Oui, d'un téléspectateur Mais vraiment, qui veut être informé. Il veut être informé. Mais vraiment- Le téléspectateur, je voudrais qu'il reparte de cette émission avec une réponse. Oui, mais est-ce que Monsieur Niamey ne veut pas qu'on chef dise service la vérité. de la Vous sécurité voyez? militaire devenu la Non, bidon non, non, ça de il a RG? certainement été soit détaché, soit il s'est mis en disponibilité. Un peu comme Il le- peut même un peu éventuellement, comme mais le je ne sultan. pense pas même Oui. avoir démissionné. Un peu comme le sultan. à Même fait. Il s'il peut n'a pas même- formulé ça dépend de la sa situation situation. formelle. Il est Il dans peut la même même- avoir démissionné Il pour est se même mettre il est dans la même complètement situation que le sultan. au service de sa communauté en tant que chef. D'accord. Je répète à M. Niamey, Non, dites aux que téléspectateurs à vous, ce n'est pas aux téléspectateurs, c'est à vous, que monsieur. le RDP, c'est un Le parti unique. RDPC n'est pas un Vous parti citez quel autre unique. parti? Par contre, dans les Comment autres il- partis, comment il fait pour avoir 152 le SDM Donc, n'existe alors, pas, permettez, le vous allez MSN réagir n'existe après pas, lui. le PCRN n'existe pas. Qui est le président du PCRN? Pardon? Qui est le président C'est à du moi de répondre. Oui, bien sûr. Puisqu'on Allez connaissait le PCRN. Mais il existe bel et bien. Vous n'êtes pas capable de dire Qu'il y ait conflit. Qui est le président du Attendez, PCRN? qu'il y ait Non, je veux que c'est lui conflit. qui réponde. Qu'il y ait conflit. Professeur, nous sommes déjà loin du débat. Qui est le président Qu'il du y ait PCRN? conflit au sein du Qui est le PCRN. président du Ne PCRN? pose pas de problème sur Vous nous l'existence avez légale de pris, cette pris formation une dizaine politique. de minutes dans l'émission. Vous voyez, je pense que nous sommes déjà en train de sortir de l'émission. Je crois que le téléspectateur de Garoua a eu une réponse là-dessus. Il ne peut pas être en même temps en service sous les ordres, en fait, et puis... Non, il ne travaille même plus à la sécurité. Voilà, d'accord, il ne travaille même plus Non, ce depuis côté-là. là, Et que tout naturellement, rien n'interdit qu'un chef traditionnel, on sait déjà de quoi il s'agit. La suite, qu'est-ce qu'on lit en perspective après cette sortie du président national du RDPC? Ben, nous sommes, comme on l'a dit au début de cette émission, nous sommes déjà en pleine C'est parti pour la campagne. pré-campagne électorale, dont le président national du RDPC... La Constitution connaît la pré-campagne. euh, Vous violez la Constitution connaît la pré-campagne. On est en pré-campagne, on se comprend. Alors, voilà. oui, le professeur va C'est te bien. répondre après. Tu sais que c'est lui qui c'est s'y faux. connaît mieux. Alors, le président national est en train de redistribuer les cartes pour une organisation d'un travail qui va aller étape par étape. Ça va monter étape par étape jusqu'en octobre. Donc, présentement, nous sommes partis de la nomination des nouveaux membres du comité central et des responsables des commissions départementales et régionales. Après cette étape, naturellement, il est certainement prévu une réunion de concertation. Ça sera peut-être au haut niveau. Vous supputez là. Non, je ne suis pas... Vous avez là des entrées très sérieuses. Je suis en train de vous dire ce qu'il Les entrées très sérieuses. je suis en train de vous dire, Sainte-Éloi, qu'après cette nomination de nouveaux membres du comité central, il y aura une deuxième étape qui sera une concertation élargie aux anciens membres du comité central et aux membres vivants du bureau politique national. Ce sera une concertation. C'est sur la base dont, au sortir de cette concertation, on va mettre sur pied des commissions régionales qui vont gérer la campagne électorale sous la supervision du parti, le parti. Pourquoi vous oubliez la nomination de 6 vice-présidents, parmi lesquels la présidente OF et le président des jeunes, qui seront parmi les... L'OF n'a pas de Pourquoi président maintenant? Non, la présidente... La présidente du bureau national de l'OF, Madame Yawa Issa, Madame non? qui est là. Elle est là. Elle va où encore? Tu voulais la mettre où? Tu voulais mettre Madame Yawa, c'est la présidente du bureau national de l'OF RDPC. Elle est en fonction. Comme vice-président du RDPC. On n'en est pas. Nous, on n'est pas encore là-bas. Moi, je ne sais pas de la campagne. C'est qu'il y a encore beaucoup de choses à faire. Il y a des choses qui vont se passer entre temps. Il y a des postes vacants. Oui. Au niveau de l'architecture même des dirigeants du parti, le président et les vice-présidents, beaucoup sont décédés. Le Congrès va répondre à ces questions. Quel Congrès? Le président national, là où il s'est arrêté, là, on va d'abord aller à l'élection présidentielle. Oui, il n'y aura plus rien. Avec le président Biya. Avec le président Biya, naturellement. Vous êtes comme sûr? candidat. Bon. Professeur, Allez, on va sortir. Est-ce que vous avez une lecture de la suite après ce redéploiement?
La lecture tout à fait logique, c'est qu'il y aura d'autres étapes pour préciser le positionnement du RDPC en vue de la prochaine élection présidentielle. Il est évident, sur ce qui s'est déjà fait, que le RDPC aura un candidat en propre. Ça veut dire qu'il ne soutiendra pas le candidat d'une autre formation politique. Il va donc affiner son organisation pour l'élection présidentielle. Et si on se base sur sa tradition politique, cela va donc se faire, comme le dit M. Bernard Ouona, sur la base d'un système de commission allant du plus haut au plus bas. On voit que vous avez assisté aux mêmes réunions. Vous avez les mêmes informations. C'est ça. Alors, sur la suite... vous avez la manie du contrôle, monsieur. Sur la suite, vous attendez à quoi? Il faut s'attendre à quoi maintenant? Non, sur la suite, je m'attends à la nomination des vice-présidents au RDPC. Je m'attends à la démission du président Biya. Du président national. Du président national. Et je m'attends à une vague d'arrestations, la relance de l'opération Épervier pour essayer de créditer le parti auprès du peuple camerounais. On sort l'émission. Vous projetez? Non, tout ce qui est fait ne vise qu'une seule chose. L'éternisation, pas la réélection. C'est trop facile, l'élection. Oui, non, ça c'est gagné. Enfin, c'est pas gagné, c'est pris. Quel fatalisme. Pourquoi? Puisque vous avez tout. Nous, on n'a rien. Même le simple plateau que nous avions encore ici, il ne reste que moi. Donc, l'éternisation. Non, Saint-Éloi, ce qui me gêne avec... Non, ce qui me gêne avec Saint-Éloi, c'est qu'il est resté dans la logique de Feu Ateba. Toujours en train de vouloir faire les yeux doux à Biya et à le RDPC. Si le RDPC est mauvais, c'est parce que Biya est mauvais. Il faut arrêter de faire le jeu là. C'est la logique de Bernard Ouona. Le Biya a fait... Non, mais Saint-Éloi a dit en début d'émission que la période de suspension, elle ne coupe plus, non? Elle arrive avec... Non, voilà, il souhaite même être réhabilité. Non, pas du tout. Non, mais puisque vous comptez les jours de la période de suspension, vous vous intéressez à la suspension, pourquoi? Votre femme est partie. Vous continuez de garder ces choses à la maison et tout. Vous mettez ça dehors. Vous, c'est fini. C'est fini. Mais il faut montrer que c'est fini. Vous jetez tout dehors. Qu'est-ce que vous faites encore dans cette affaire? Non, on ne sait jamais. Non. À l'époque, on dit que l'homme ne sait pas la J'ai suivi un de vos invités, un invité vous dire dernièrement qu'un homme politique lui aurait dit qu'il faut qu'ils aillent voir Biya. Effectivement, c'est ce que Paul Biya a réussi à faire. La plupart d'hommes politiques n'ont plus d'avenir que de rentrer voir Paul Biya. Il faut bien qu'il nous reste des gens qui ne vont pas voir Paul Biya. Il y en a. Ils ne sont pas nombreux, hein. D'accord, on va terminer l'émission. Je vous donne rapidement lecture de ce communiqué qui nous parvient à l'instant. Il est signé du ministre de l'administration territoriale relativement à la fin du Ramadan. Le communiqué Radio Presse dit ceci: alors que les fidèles musulmans s'apprêtent à terminer en toute quiétude la fin du jeûne de Ramadan, une association sans mandat dénommée Conseil camerounais du croissant lunaire s'est permise de diffuser un communiqué indiquant la fin du jeûne pour le samedi 29 mars, ce qui implique que la fête se déroulera le dimanche 30 mars 2025, tout en exprimant nos regrets causés par la fausse information du Conseil camerounais du croissant lunaire. Le ministre de l'administration territoriale lance une sévère mise en garde aux auteurs de cette imposture qui n'a que trop duré et qui sème une confusion inutile dans les esprits à un moment où les fidèles musulmans doivent remercier Allah tout-puissant et miséricordieux pour une fin heureuse de cette période de prière, de pardon, de pénitence et de générosité. Le ministre de l'administration territoriale rappelle à l'ensemble de la communauté musulmane du Cameroun que seule la Commission nationale du croissant lunaire, ayant pour porte-parole le professeur Suleiman est habilité à communiquer sur le début et la fin du jeûne du Ramadan. À cet effet, le communiqué du CNCL indiquant que la fête se déroulera le lundi 31 mars 2025 est la seule information
valable qui doit être prise en compte. Signé le ministre à Tongandi ce 30 mars 2025. Voilà donc qui est clair. Tout est en ordre maintenant. Non, vous voyez donc on parlait de la redevance audiovisuelle tout à l'heure. Quand on publie un communiqué comme celui-là à Cameroun Tribune, c'est payant. C'est au moins un 4-9 qui tombe. Quand on publie à la radio, c'est au moins 7000 francs la longueur qui tombe. Et quand on publie... Nous, on a géré l'information. On a géré l'actualité. Donc vous avez fait une mission de service public gratis. Vous devez, de manière naturelle, avoir des retombées. Monsieur, merci d'être venu sur cet acte premier d'Opinion 237. On se retrouve dimanche prochain pour l'acte 2 du programme qui appelle aux opinions des uns et des autres. Merci à vous à la maison d'avoir regardé et de rester fidèle au programme de votre chaîne Info TV, tout naturellement. Très bon dimanche et très bonne fin de semaine.